Et bonsoir YouTube, ou bonjour d'ailleurs. Nous allons commencer la lecture dans ce nouveau live au coin du feu qui est sur twitch.tv/globtopus, je le rappelle. Et donc ce soir nous allons lire deux histoires. La première ça sera La chose dans la crypte de Carter et Camp, qui est donc pour moi une très bonne introduction à l'univers de Conan le Cimérien, que vous connaissez certainement aussi comme Conan le Barbare, qui a été inventé par Robert E. Howard. Et ensuite du coup on lira la première nouvelle que Robert E. Howard a fait sur l'univers de Conan le Barbare ou le Cimérien. À vous de choisir. Est-ce que ça va le son? Je vais donc comme d'habitude devoir débrancher ceci pour m'entendre moi-même. Hop. Genre comme ça. C'est mieux. Du coup, eh bien, je m'entends très bien. Est-ce que je m'entends mieux là? Est-ce que là, là, je m'entends bien là. Ok. Eh bien, c'est parti pour El Finges de la Cryptas. Donc la chose dans la crypte. N'hésitez pas à me dire sur le chat. Si ça ne va pas, je m'interromprai entre les deux lectures. Par rapport au son, etc., n'hésitez pas à utiliser mon pseudo, que je vois que ça s'affiche en rouge. Il n'y a pas de souci. La chose dans la crypte. Le plus célèbre héros de l'époque iboréenne n'était pas un Iboréen, mais un barbare, Conan le Cimérien, dont le nom est au centre de cycles entiers de légendes. Sur les antiques civilisations de l'âge révolu des Iboréens et des Atlantes, seuls nous sont parvenus quelques récits fragmentaires à demi légendaires. L'un d'eux, les chroniques Némèdes, nous fournit la plupart des détails connus sur la carrière de Conan. La partie le concernant commence ainsi. Sache, ô prince, qu'entre l'engloutissement par l'océan de l'Atlantide et des cités étincelantes et l'ascension des fils d'Arias, il fut un âge de rêve où des royaumes resplendissants s'étalaient de par le monde comme des manteaux bleus sous les étoiles. La Némédia, l'Ophir, la Brithunia, l'Hyperboréa, la Zamoréa, avec ses femmes aux noires chevelures et ses tours hantées de mystères, la Zingara et sa chevalerie, le Koth, contigu aux terres pastorales du Shem, la Stygia et ses tombeaux peuplés d'ombre, l'Hyrcania et ses arnois d'acier, de soie et d'or. Mais le plus fier royaume du monde était l'Aquilonia, perle de l'Occident fabuleux. Dans ces contrées vint Conan le Cimérien, cheveux noirs, yeux sombres, épée au poing, voleur, brigand, assassin, avec ses peines immenses, et ses joies démesurées qui plétina de ses sandales les trônes somptueux de la terre. Alors, 2 secondes, c'est illisible avec les reflets, je suis désolé. Ah putain. Le papier est particulièrement brillant. C'est mieux. Dans les veines de Conan coulait le sang de l'antique Atlantide, avalé par les mers 8000 ans avant sa naissance. Son clan revendiquait une région du nord-ouest de la Cimméria. Son grand-père, membre d'une tribu méridionale, avait fui son peuple à la suite d'une vendetta et, après avoir longtemps erré, avait cherché un asile dans le nord. Conan vit le jour sur un champ de bataille, au cours d'un combat entre sa tribu et une horde d'assaillants Vanir. Il n'est fait mention nulle part du jour où le jeune Cimérien aperçut pour la première fois le monde civilisé. Mais le bruit de son adresse au combat circulait déjà dans son clan avant qu'il n'eût vu 15 hivers. Cette année-là, les membres des diverses tribus cimériennes oublièrent leurs querelles intestines pour unir leurs efforts contre les Gunders qui avaient franchi la frontière aquilonienne, bâti le poste frontière de Veranium et entrepris de coloniser les marches méridionales de la Cimméria.
Conan fit partie de la horde hurlante et sanguinaire qui, dévalant des collines septentrionales, fondit sur le barrage avec sabre et torches et repoussa les Aquiloniens à l'intérieur de leurs frontières. À l'époque du sac de Venarium, Conan, loin d'avoir achevé sa croissance, était un grand gaillard de 6 pieds et 180 livres. Il avait la vivacité et la ruse du bûcheron, la poigne de fer du montagnard, le physique herculéen de son père forgeron, et maniait en connaisseur le couteau, la hache et l'épée. Après le pillage de l'avant-poste aquilonien, Conan retourne passer quelque temps dans sa tribu. Tiraillé par les besoins contradictoires de son adolescence, de sa tradition et de son époque, il se livre pendant quelques mois, en compagnie d'une bande à Aesir, à des incursions infructueuses contre les Vanir et les Hyperboréens. À l'issue de cette dernière campagne, le jeune Cimérien, âgé de 16 ans, se retrouve dans les fers. Il ne restera cependant pas longtemps prisonnier. C'est une bonne question, Grégor. C'est une bonne remarque, merci. Premier chapitre, yeux rouges. Depuis 2 jours, les loups suivaient sa trace à travers la forêt. Et voici qu'il gagnait de nouveau du terrain. Tournant la tête, le jeune garçon aperçut leur masse sombre et velue qui bondissait parmi les troncs noirs, leurs yeux luisants comme des braises rouges dans les ténèbres environnantes. Il savait que cette fois, il ne pourrait pas les repousser comme il l'avait fait auparavant. Des millions de sapins noirs se dressaient autour de lui, tels les soldats muets de quelques armées ensorcelées. La neige s'accrochait encore au versant septentrional, des collines, mais le ruissellement de la neige et de la glace en fusion présageait la venue du printemps. Même en plein été, c'était un univers sombre, silencieux, inquiétant. Et en cette heure où la faible clarté du ciel s'estompait à l'approche du crépuscule, il semblait plus lugubre que jamais. Sans ralentir son allure, l'adolescent gravit la colline boisée, poursuivant sa course ininterrompue depuis son évasion d'une réserve d'esclaves hyperboréennes 2 jours auparavant. Bien qu'il fût un cimérien de pure souche, il avait, en compagnie d'une bande de voleurs à Aesir, participé à plusieurs incursions en territoire hyperboréen. Les farouches guerriers blonds de cette sinistre terre avaient tendu une embuscade au groupe de pillards. Et, pour la première fois de sa vie, le jeune Conan avait goûté l'amertume des fers et du fouet, attribut habituel de l'esclave. Mais sa servitude ne devait pas durer longtemps. Travaillant la nuit, quand les autres dormaient, il s'employa à user l'un des maillons de sa chaîne, qui finit par se rompre. Puis, profitant d'un violent orage, il s'évada. Faisant tournoyer sa lourde chaîne brisée, il terrassa son surveillant ainsi qu'un soldat qui voulait lui barrer la route et disparut sous la pluie battante. L'averse qui masquait sa fuite brouillait aussi sa piste pour les chiens de ses poursuivants. Bien que libre pour l'instant, le jeune homme se retrouvait séparé de sa Cimméria natale par des territoires ennemis. Il s'enfuit donc vers le sud et pénétra dans la région sauvage et montagneuse qui séparait les marches méridionales de l'Hyperboréa, des plaines fertiles de la Brithunia et des steppes turaniennes. Quelque part vers le sud, lui avait-on dit, s'étendait le fabuleux royaume de Zamora, avec ses femmes aux noires chevelures, ses tours hantées de mystères et ses cités célèbres. Sadizar, la capitale, surnommée la cité du vice, Aranjun, la ville des voleurs, et Yezoud, celle du dieu araignée. L'année précédente, Conan avait goûté pour la première fois au faste du monde civilisé. Membre d'une horde de cimériens sanguinaires, il avait participé à l'assaut, puis au sac, de l'avant-poste aquilonien de Vernarium. Cela lui avait aiguisé l'appétit. Il n'avait pas d'ambition précise, ni de programme d'action prédéfini, mais seulement de vagues rêves d'aventures éperdues dans les régions prospères du Sud. Des images d'or et de pierreries rutilantes, de quantités inépuisables de victuailles et de vins, de chaudes étreintes avec des femmes nobles et superbes, soucieuses de récompenser ses hauts faits, traversaient son jeune et naïf esprit. Dans le Sud,
Songeait-il, sa taille et sa force imposante devraient lui rapporter sans peine fortune et renommée parmi les chétifs habitants des villes. Il prit donc la route du sud et de son destin, sans autre bagage qu'une tunique élimée et dépenaillée et une chaîne. C'est alors que les loups avaient flairé sa piste. En temps ordinaire, un homme énergique n'avait pas grand-chose à redouter d'eux. Mais on était à la fin de l'hiver et les bêtes éperdues et affamées à l'issue d'une mauvaise saison étaient prêtes à tout risquer. La première fois que les loups gris étaient parvenus à le rattraper, Conan avait brandi sa chaîne avec une telle fureur qu'il en avait mis 2 hors de combat. L'un, le dos brisé, hurlant et se tordant de douleur, l'autre gisant un peu plus loin, le crâne fracassé, dans la neige fondante éclaboussée de sang vermeil. La horde famélique s'était éloignée furtivement de cet adolescent à l'œil farouche et de sa terrible chaîne tourbillonnante pour se repaître de leur frère mort, tandis que le jeune Conan s'enfuyait de nouveau vers le sud. Mais il ne devait pas tarder à retrouver sa trace. La veille, à la tombée de la nuit, il l'avait rejoint sur une rivière gelée aux frontières de la Brithunia. Comme il les affrontait sur la surface glissante, balançant la chaîne ensanglantée comme un fléau, le plus téméraire des loups avait saisi les anneaux de fer entre ses funestes mâchoires, arrachant la chaîne à son étreinte engourdie. Au même instant, la glace en fusion qui lui supportait s'était rompue sous le choc furieux du combat et les assauts forcenés de la horde. Conan se retrouva plongé dans les flots glacials qui s'engouffrèrent dans sa gorge et ses narines. Plusieurs loups étaient tombés dans l'eau avec lui. Il eut la vision fugitive d'une bête à demi émergée, cherchant désespérément un point d'appui sur le bord de la glace. Mais il ne sut jamais combien était parvenu à s'en sortir et combien avait été entraîné sous la croûte gelée par le courant rapide. Claquant des dents, il se hissa sur l'autre bord de la faille, laissant derrière lui la horde hurlante. Toute la nuit, il avait fui vers le sud à travers les collines boisées, à moitié nu, transi, et toute une journée. Et voici qu'il l'avait de nouveau rattrapé. L'air froid de la montagne brûlait ses poumons épuisés, et à chaque instant, il lui semblait respirer l'haleine de quelque fournaise infernale. Devenu insensible, ses jambes de plomb se mouvaient par saccades. À chaque pas, ses sandales s'enfonçaient dans la terre détrempée, puis s'en dégageaient avec un bruit de succion. Il savait que, désarmé, il avait peu de chance contre une douzaine de loups sanguinaires. Mais il n'interrompit pas sa course. Son sombre héritage cimérien ne lui permettait pas d'abandonner la lutte, même en face d'une mort inéluctable. La neige avait recommencé de tomber, en gros flocons humides qui frappaient la terre noire et détrempée avec un bruissement sourd, mais perceptible, et tachaient les grands sapins noirs d'une myriade de points blancs. Ça et là, de gros rochers émergeaient de la terre tapissés d'aiguilles de pin. Le relief devenait de plus en plus accidenté. Ici, pensa Conan, n'était peut-être sa seule planche de salut. En s'adossant à un rocher, il pourrait affronter les loups à mesure qu'ils viendraient vers lui. C'était une faible chance car il connaissait bien la rapidité fulgurante de leurs attaques, mais faute de grives... 3 petits points. Je vais retirer mon casque parce qu'il y a un très léger décalage et c'est horrible. C'est pire que ce que je pensais. La forêt se clairsema et la pente devint plus abrupte. Conan courut vers une énorme masse de pierres qui saillait du flanc de la colline, semblable au portail d'un château enseveli. À cet instant, les loups surgirent de l'épaisse forêt à ses trousses, hurlant comme les démons écarlates de l'enfer à l'affût d'une âme damnée. On passe au chapitre 2. Chapitre 2. La porte dans le rocher. À travers la blancheur trouble de la neige tourbillonnante, le jeune garçon distingua une tache noire et béante entre 2 gros blocs de rocher et s'élança dans cette direction. Les loups étaient sur ses talons. Il pouvait sentir sur ses jambes nues leur haleine âcre et chaude lorsqu'il s'engouffra dans la crevasse qui s'ouvrait devant lui. À l'instant précis où il se faufilait dans l'ouverture, le premier loup se jeta sur lui. 2 mâchoires écumantes claquèrent sur du vide. Conan était sauvé. Mais pour combien de temps ? Courbant la tête, il tâtonna autour de lui dans l'obscurité, explorant de la main le sol de pierres rugueuses en quête d'une arme de fortune grâce à laquelle il pourrait affronter la horde hurlante.
Il entendait les loups arpenter la neige fraîche devant la grotte et aiguiser leurs griffes sur le rocher. Leur respiration était, comme la sienne, rapide et haletante. Ils reniflaient et geignaient, assoiffés de sang. Mais, chose étrange, pas un ne franchit la sombre fissure grise, gorgée de ténèbres. Conan se trouvait dans une grotte étroite, creusée dans le roc, dont l'obscurité totale n'était atténuée que par un pâle rayon crépusculaire filtrant par l'ouverture. Le sol inégal de la cellule était jonché de débris éparpillés depuis des siècles par le vent. Les oiseaux et les bêtes. Feuilles mortes, aiguilles de pin, brindilles, quelques ossements disséminés, galets et fragments de rochers. Rien dans tout cela qui puisse être quelque efficacité contre les loups. Se redressant de toute sa hauteur, il mesurait déjà plus de 6 pieds, l'adolescent se mit à inspecter la muraille et trouva bientôt une autre ouverture. Tandis qu'il se faufilait de l'autre côté où régnait une obscurité absolue, ses doigts inquisiteurs lui apprirent que la paroi était gravée de glyphes cryptiques d'une écriture inconnue. Inconnue, tout au moins pour ce garçon ignorant venu des terres barbares du Nord, qui ne savait ni lire ni écrire et tenait ses arts civilisés pour des amusettes efféminées. Il dut se plier en deux pour franchir le passage intérieur, mais, une fois parvenu de l'autre côté, il put de nouveau se redresser. Il fit halte et prêta une oreille attentive. Bien que le silence fût total, une sorte de 6e sens l'avertit qu'il n'était pas seul dans la grotte. Ce n'était rien qu'il pût voir, entendre ou sentir, mais le sentiment d'une présence, différent des perceptions ordinaires. Entraîné à l'écoute des bruits de la forêt, il étudia la résonance de la crypte et conclut que cette seconde salle était beaucoup plus grande que la première. Désolé. L'endroit sentait la poussière séculaire et la fiente de chauve-souris. Ses pieds rencontrèrent des objets éparpillés sur le sol. Bien qu'il ne pût les voir, il se rendit compte à leur contact qu'ils n'étaient pas de même nature que les débris forestiers qui tapissaient l'antichambre, mais semblaient fabriqués par l'homme. Avançant d'un pas le long du mur, il trébucha contre un obstacle et tomba. Sa chute fut accompagnée d'un craquement retentissant, et un morceau de bois brisé lui rafla la jambe. Il se releva en jurant et tâtonna dans l'obscurité. Ses doigts rencontrèrent une chaise, dont le bois pourri avait facilement cédé sous le choc. Il poursuivit son exploration en redoublant de prudence. Il découvrit bientôt la carcasse d'un char. Les roues étaient affaissées, si bien que le corps du char reposait à même le sol, parmi les fragments de rayons et les morceaux de jantes. Conan sentit sous ses mains le froid du métal et il comprit qu'il s'agissait probablement d'une pièce rouillée provenant du char. Cette découverte lui donna une idée. Revenant à tâtons jusqu'à l'ouverture intérieure, qu'il pouvait à peine distinguer dans l'obscurité ambiante, il ramassa sur le sol de l'antichambre une poignée de brindilles et quelques éclats de rochers. De retour dans l'autre partie de la crypte, il entassa les brindilles et gratta les pierres contre le fer. Après plusieurs essais infructueux, il finit par trouver un caillou qui, frotté contre le métal, émettait une gerbe de vives étincelles. Il eut bientôt allumé un petit feu fumeux, qu'il alimenta avec des débris de la chaise et des fragments des roues du char. Il pouvait enfin se détendre, se reposer de sa terrible course par monts et par vaux, et réchauffer ses membres engourdis. La flamme vive et brûlante découragerait les loups qui, hésitant à le poursuivre à l'intérieur de la sombre caverne, mais ne voulant pas non plus abandonner leur proie, rôdaient encore devant l'entrée extérieure. Le feu fit danser une chaude lumière vive sur les parois rocheuses grossièrement équarries. Conan regarda autour de lui. La salle, carrée, était encore plus grande qu'il ne l'avait d'abord soupçonné. Le haut plafond, souillé de toiles d'araignée, se perdait dans d'épaisses ténèbres. Plusieurs autres chaises étaient adossées au mur, ainsi que 2 coffres crevés, révélant leur contenu de vêtements et d'armes. Ce vaste antre de pierre sentait la mort, le passé resté sans sépulture. Soudain,
Les cheveux de Conan se dressèrent sur sa nuque, et le jeune homme sentit sa peau frémir d'un frisson surnaturel. Là, sur un grand fauteuil de pierre, à l'autre extrémité de la salle, trônait la forme d'un gigantesque homme nu qui, une épée dégainée en travers de ses cuisses, tournait vers Conan le squelette de son visage sépulcral, éclairé par la lumière vacillante du feu. Dès qu'il aperçut le géant nu, Conan sut qu'il était mort depuis des siècles. Les membres du cadavre étaient bruns et ratatinés comme du bois sec. La chair de son énorme torse racorni, rétréci, fendillé, pendait maintenant en lambeaux sur ses côtes dénudées. Cette certitude ne suffit cependant pas à apaiser le brusque frisson de terreur qui parcourut le jeune homme. Ce dernier faisait preuve au combat d'un courage extraordinaire pour son âge, bravant sans hésiter hommes et bêtes sauvages, ne craignant ni la douleur, ni la mort, ni l'ennemi. Mais c'était un barbare, venu des collines septentrionales de la Cimméria rétrograde. Et comme tous les barbares, il redoutait les mystères surnaturels de la tombe, les démons terrifiants et les monstres errants de la nuit et du chaos dont les hommes primitifs peuplent les ténèbres au-delà de leur feu de camp. Conan eût encore préféré affronter les loups affamés plutôt que de demeurer en cet endroit sous le regard de cette chose morte assise sur son trône de rocher dont la clarté tremblotante animait le visage décharné, allumant des yeux sombres au fond des orbites creuses. Ah ben, il est grand, hein, Conan. Il est ado, mais il fait déjà ma taille, quoi. Chapitre 3. La chose sur le trône. En coup, tu m'as fait rire. Bien qu'il sentît son sang se figer dans ses veines et ses cheveux se hérisser sur sa nuque, le jeune garçon se ressaisit avec fermeté, maudissant ses frayeurs nocturnes. Il traversa le caveau à pas raides pour examiner de plus près cet être mort depuis des siècles. Le trône était un bloc de pierre noire et luisante, d'1 pied de haut, grossièrement creusé en forme de siège. L'homme nu avait dû être surpris par la mort alors qu'il s'y trouvait assis, à moins qu'on ne l'eût placé là plus tard. La moisissure avait depuis longtemps eu raison des vêtements qu'il avait pu porter. À ses pieds étaient éparpillés des agrafes de bronze et des lambeaux de cuir. Un collier de pépites d'or informe pendait à son cou. Des pierres brutes, enchâssées dans des bagues d'or, miroitaient sur ses mains griffues qui serraient encore les attributs du trône. Un aume de bronze, orné de 2 cornes, maintenant couvert de verre gris, couronnait le crâne et l'atroce visage brun et décharné. Avec un courage inouï, Conan força son regard à se poser sur la face rongée par le temps. Les yeux, qui s'étaient enfoncés, n'étaient plus que 2 gouffres noirs. La peau s'était retroussée sur les lèvres, découvrant des crocs jaunes figés dans un rictus sinistre. Qui avait été cet être mort? Un guerrier des temps anciens? Quelque grand chef redouté de son vivant et trônant encore dans la mort? Personne n'eût pu le dire. 100 peuples avaient parcouru et gouverné ces zones frontières montagneuses depuis que l'Atlantide avait sombré sous les vagues d'émeraude de l'océan occidental, 8000 ans auparavant. À en juger par le homme encorné, le cadavre avait peut-être été l'un des chefs barbares venus de l'Asie ou le roi primitif de quelques tribus iboréennes oubliées, perdues depuis longtemps dans les ombres du temps et enfuies sous la poussière des âges. Le regard de Conan tomba alors sur la grande épée qui reposait sur les cuisses osseuses du cadavre. C'était une arme formidable, un glaive dont la lame, qui dépassait largement 1 mètre de longueur, était en fer bleui, et non en cuivre ou en bronze, ainsi qu'on aurait pu s'y attendre étant donné son grand âge. C'était peut-être une des premières armes de fer jamais portées par main humaine. Les légendes du peuple de Conan narraient le temps où les hommes taillaient et frappaient avec du bronze rouge, le fer n'étant pas encore connu. Cette épée devait avoir vu bien des batailles dans son obscur passé. Sa large lame, encore affilée, était cependant entaillée en maints endroits, vestige de coups sonnants portés au fort de la mêlée,
à d'autres lames de glaive ou de hache. Bien que noircie par les siècles et tachée de rouille, cette arme était encore redoutable. Le cœur de cet adolescent, né au combat, battait à se rompre. Son sang guerrier bouillonnait dans ses veines. Chrome, quelle épée! Avec une arme comme celle-là, il pourrait sans peine défendre sa peau contre les loups affamés qui, tournant et geignant, l'attendaient dehors. Tendant vers la poignée de l'épée une main impatiente, il ne vit pas la lueur d'avertissement qui frémit au fond des sombres orbites de l'ancien guerrier. Conan soupesa le glaive antique, qui semblait aussi lourd que du plomb. Peut-être avait-il été porté par quelque roi fabuleux de jadis, un demi-dieu légendaire tel que Cul d'Atlantide, roi de Valusa, avant l'engloutissement de l'Atlantide par l'océan furieux. Le jeune homme brandit l'épée et sentit ses muscles se gonfler de puissance et son cœur palpiter de l'orgueil de la possession. Dieu, quelle arme! Avec une lame comme celle-là, il n'était plus de destinée trop ambitieuse pour un guerrier. Avec un glaive comme celui-là, même un jeune barbare à moitié nu, venant des régions sauvages de la Cimméria, pourrait se tailler un chemin jusqu'au bout du monde et, à travers des fleuves de sang, se frayer une place parmi les grands rois de la terre. Il s'éloigna d'un pas du trône de pierre et fendit de sa lame un ennemi imaginaire. Il sentait contre sa paume dure la poignée usée par le temps. Le vieux glaive effilé siffla dans l'air enfumé, faisant danser sur les rugueuses parois de pierre des rayons de lumière vive, qui couraient autour de la salle comme de petits météores dorés. Armé de cette puissante épée, Conan pouvait affronter non seulement les loups affamés devant la porte, mais aussi un univers entier de guerriers. Le jeune homme bomba la poitrine et fit retentir le farouche cri de guerre de son peuple, dont l'écho assourdissant se répercuta dans la grotte, troublant dans leur sommeil les ombres antiques et la poussière séculaire. Conan ne songea pas un seul instant qu'un défi de ce genre, lancé à un tel lieu, pouvait éveiller d'autres choses que des ombres et de la poussière, des choses qui eussent dû dormir sans interruption jusqu'à la fin des siècles. Il s'immobilisa, glacé d'effroi, un pied suspendu à mi-course. Un bruit, un crissement sec, indescriptible, lui parvenait de l'extrémité de la crypte où se trouvait le trône. Pivotant sur lui-même, il vit et sentit ses cheveux se dresser sur son crâne et son sang se figer dans ses veines. Toutes ces terreurs superstitieuses et ces craintes nocturnes primitives assiégèrent en hurlant son esprit fou d'horreur et d'épouvante. Le mort était vivant. On est d'accord, Dafave. Chapitre 4. Quand les morts se mettent en marche. D'un mouvement lent et saccadé, le cadavre se leva de son grand fauteuil de pierre et fixa Conan de ses orbites noires, au fond desquelles deux yeux étincelants de vie semblaient porter sur lui un regard froid et malveillant. Par quelques antiques phénomènes occultes insoupçonnés du jeune homme, la vie animait encore, plusieurs siècles après son trépas, la momie du guerrier. Ses mâchoires grimaçantes s'ouvrirent, puis se fermèrent en une atroce pantomime de paroles. Mais aucun son ne parvint à Conan, hormis le crissement initial, apparemment produit par la friction des vestiges desséchés de muscles et de tendons. Aux yeux de Conan, cette parodie silencieuse de langage était plus terrible encore que le fait de voir vivre et bouger un cadavre. Avec un nouveau craquement, la momie descendit les degrés de son antique trône et tourna son crâne vers Conan. Son regard sans yeux se fixa sur l'épée qu'il tenait à la main, et des feux sinistres et surnaturels embrasèrent ses orbites creuses. Traversant la salle d'un pas mal assuré, la créature s'avança vers Conan, tel un monstre abominable sorti des fantasmes diaboliques d'un démon. Dépliant ses serres osseuses, elle fit mime d'arracher le glaive des mains jeunes et vigoureuses de Conan. Paralysé par une terreur superstitieuse, Conan recula pas à pas. Sur la muraille, la lumière du feu profilait en noir l'ombre monstrueuse de la momie qui ondoyait sur les aspérités du rocher. Hormis le crépitement des flammes mordant le bois, le grincement irrégulier des muscles parcheminés du cadavre en marche et la respiration
haletante du jeune homme asphyxié par l'épouvante, le caveau était silencieux. Le mort recula Conan contre le mur et avança d'une main brune et squelettique d'un mouvement saccadé. L'épée réagit instinctivement dans la main du jeune homme. La lame s'abattit en sifflant sur le bras tendu, qui se rompit en craquant comme une baguette. Les doigts crispés sur le vide, la main sectionnée tomba sur le sol avec un claquement sec. Aucun sang ne jaillit du moignon décharné de l'avant-bras. Cette atroce blessure, qui eut arrêté le plus brave des guerriers vivants, ne ralentit même pas la marche du cadavre. Celle-ci se contenta d'arracher son membre mutilé et tendit l'autre bras. Conan s'élança d'un bond, décrivant avec son arme de larges moulinets cinglants. Un coup atteignit la momie au côté. Des côtes se cassèrent sous le choc sans plus de résistance que des brindilles, et le cadavre fut projeté à terre avec fracas. Conan demeura pantelant au milieu de la crypte, serrant l'antique poignet au creux de sa paume moite. Les yeux dilatés par l'horreur, il regarda la momie se relever avec un long crissement, puis s'avancer, comme un automate, pointant sur lui le squelette de son unique main. Chapitre 5. Duel avec le mort. Lentement, ils tournèrent plusieurs fois autour de la salle. Conan avait beau faire tournoyer vaillamment son arme, il perdait peu à peu du terrain devant l'avance opiniâtre de ce mort qui le harcelait. Un coup manqua le bras de la momie, qui le retira juste à temps de la trajectoire du glaive, emporté par son élan. Conan effectua un demi-tour, et la créature en profita pour se ruer sur lui. La main griffue agrippa l'adolescent par un pan de sa tunique, dont elle arracha l'étoffe élimée, ne lui laissant pour tout vêtement que ses sandales et son pagne. Conan fit un bond en arrière et visa le monstre à la tête. La momie se déroba, et Conan dut de nouveau lutter pour échapper à son étreinte. Il lui asséna un coup formidable sur le côté du crâne qui emporta l'une des cornes du haume. Au deuxième coup, le casque tout entier vola au loin dans un tintement de ferraille. Un troisième coup entama le cuir sec et brun. Pendant un bref instant, qui faillit être fatal au jeune homme, la lame se trouva immobilisée, et tandis que, éperdu, il tâchait de se dégager, il sentit d'antiques ongles noirs lui labourer la peau. L'épée frappa encore une fois la momie au côté et, l'espace d'une seconde qui eût pu être décisive, se logea dans sa colonne vertébrale, mais le mort se libéra d'une secousse. Rien ne pouvait, semblait-il, avoir raison du squelette puisque, mort, il était insensible à la douleur. Il continuait de poursuivre Conan de sa démarche vacillante, sans se fatiguer ni faiblir, au mépris de blessures qui eussent étendu raide mort dans la poussière une douzaine de vigoureux guerriers. Comment tuer un être qui est déjà mort? Cette question obsédante harcelait l'esprit de Conan, qui croyait perdre la raison. Il respirait avec peine, son cœur battait comme s'il fût sur le point d'éclater. Quelle que fût leur violence, ses coups d'épée ne parvenaient même pas à ralentir la charge de la momie. L'adolescent attaqua cette fois avec plus de ruse. Il porta un revers sauvage contre le genou du squelette. Un os craqua, et la momie roula dans la poussière. Mais la vie surnaturelle brûlait encore dans son sein décharné. Elle parvint tant bien que mal à se mettre sur pied et s'élança en titubant aux trousses du jeune homme, traînant sa jambe estropiée. Conan frappa à nouveau le squelette. La mâchoire inférieure alla voler dans un coin sombre où elle rebondit bruyamment. Mais le cadavre ne s'arrêtait pas. Au-dessus des décombres d'os blanchis qui formaient à présent le bas du visage, l'inquiétant regard hantait toujours les orbites. La momie continuait de talonner sa proie de son infatigable marche d'automate. Conan se prit à souhaiter être demeuré à l'extérieur, avec les loups, plutôt que d'avoir cherché refuge dans cette crypte maudite où encore marchaient et tuaient des êtres morts depuis 1000 ans. Tout à coup, il se sentit saisi à la cheville. Perdant l'équilibre, il tomba de tout son long sur le sol de pierre inégale et s'efforça désespérément de dégager sa jambe de cette étreinte osseuse. Son sang se figea lorsqu'il vit, autour de sa cheville, la main sectionnée du cadavre dont les serres squelettiques étaient plantées dans sa chair. L'abominable créature de cauchemar dressa au-dessus de lui sa forme monstrueuse. Le visage déchiqueté du cadavre le toisa d'un air narquois et une main griffue se précipita vers sa gorge. Conan réagit instinctivement. Rassemblant toute son énergie, il lança ses 2 pieds contre le ventre racorni du mort. Projetée en l'air, la momie s'écrasa bruyamment derrière lui, au beau milieu du feu.
Conan arracha de sa cheville la main mutilée qui s'y agrippait encore. Puis, roulant sur lui-même, il envoya le membre rejoindre dans le feu le reste du squelette. Il se releva, ramassa son glaive et, faisant volte-face, constata que la bataille était terminée. Desséchée par la procession de siècles innombrables, la momie flambait comme un feu de brousse. La vie surnaturelle qui l'habitait eut un dernier sursaut, tandis que, sautant de membre en membre, les flammes léchaient sa carcasse, le squelette, transformé en torche vive, essaya de se redresser. Il était presque parvenu à se traîner hors du feu lorsque sa jambe estropiée se sépara de son corps, la momie s'affaissa, et ne fut bientôt plus qu'une gerbe de femme grondante. Un membre embrasé se détacha avec un craquement. Le crâne roula dans les braises. Il ne resta bientôt plus du cadavre que quelques morceaux incandescents d'ossements calcinés. Chapitre 6 et dernier chapitre. Vidé, fourbu, Conan poussa un long soupir de soulagement et respira profondément. Il essuya la sueur froide dont la terreur avait inondé son visage et passa les doigts dans sa tignasse noire. La momie du guerrier était enfin vraiment morte, et la grande épée lui appartenait. Il la soupesa de nouveau, savourant son poids et sa puissance. Il songea un instant à passer la nuit dans les caveaux. Il était brisé de fatigue. Dehors, les loups et le froid le guettaient pour l'achever, et même son sens aigu de l'orientation, acquis dans les steppes sauvages, ne lui serait d'aucun secours par cette nuit sans étoiles en pays inconnu. Mais il se ravisa soudain. À l'âcre relent de la poussière des âges s'ajoutait maintenant, dans la crypte enfumée, l'odeur de la chair calcinée d'un cadavre séculaire, une odeur étrange, méphitique, différente de toutes celles jamais détectées par ses narines exécrées. Le trône vide semblait le narguer. Le sentiment d'une présence, qui s'était emparée de lui lorsqu'il avait franchi le lieu de la crypte, persistait dans son esprit. À l'idée de dormir dans ce caveau hanté, ses cheveux se dressèrent sur sa tête et il eut la chair de poule. Ça fait peur. En outre, muni de sa nouvelle épée, il était plein de confiance. Bombant le torse, il fit siffler la lame au-dessus de sa tête. Quelques instants plus tard, il sortit de la grotte, drapé dans un vieux manteau de fourrure déniché dans un coffre, une torche dans une main et son épée dans l'autre. Les loups avaient disparu. Levant les yeux, Conan vit que le ciel se dégageait. Il étudia les étoiles qui scintillaient entre les nuages et se remit en marche vers le sud. Et c'est fini pour ça. On est d'accord, Léodric, la plume de Phénix aurait été la meilleure solution, je pense. Mais les flammes marchent bien, hein, je crois. Alors, on est d'accord que là, c'est un petit peu trop verbeux, je trouve. Mais c'est pas Carter. Hein. C'est pas Howard. C'est Carter et Camp. Donc, je vérifie juste un truc. C'est... Parce que j'ai peur que la première nouvelle soit un peu longue. Ok. Ouais. Oh, ça devrait le faire. C'est sûr que ça sera plus long que ça, hein. Du coup, quand... Ben après, je pense que ça varie vraiment d'un truc à l'autre. En fait, le problème, je vais être clair. Le problème pour moi, c'est surtout que ils aiment bien mettre des noms à la con et lire des noms genre Irkani la première fois, tu fais genre attends, il y a des H et des K dans ce mot. Et voilà. C'est ça, Maxime Rebulet, que j'aimais bien dans cette histoire, en fait. C'est que je trouve que c'est vrai, c'est une histoire ultra basique. C'est genre, voilà, Jean-Michel va dans une grotte. Mais il y a, justement, ce côté genre, ouais, mais c'était en 65, avant les jeux de rôle et tout ça. Et finalement, les jeux de rôle, maintenant, on essaie de reproduire ça. Et je trouvais ça cool, quoi. Du coup, je vais vous lire la suivante qui s'appelle, donc cette fois-ci qui est de Robert et Howard, et qui s'appelle Le Phénix sur l'épée.
Alors je ne sais pas si c'est la toute première qu'il a postée. Qu'il a posté, moi. C'est moi première que j'ai postée sur mon forum. Si, c'est la première nouvelle. C'est le phénix sur l'épée. C'est la toute première nouvelle. C'est du monster. C'est un putain de gros... Ah, bref, ça. C'est un livre de creepypasta, c'est ça. Ça serait trop bien, hein. Moi, j'avais bien aimé le... Il avait la chair de poule. Ça fait pas. Ouais. Ah, ça, c'est un bon pseudo, Bécher, comme en chimie. J'allais dire Becker, en plus. Il y a vraiment ce côté, justement, ouais... Est-ce que avant il y avait du jeu de rôle? Avant que ça existe? Tout à fait. Bonne idée, Masquime Reviblé. Bon. Ah, le papier est vachement plus agréable. Je ne sais pas si ça va améliorer ma lecture. J'avoue que là, c'était pas terrible. Hein. Je suis désolé. Il y a des jours avec, des jours sans. C'est un jour sans. C'est comme ça. Après, ça facilite pas la lecture non plus, le côté verbeux, on est bien d'accord, mais... je sais pas. Il y a des fois où ça passe moins bien, quoi. Hop, attendez 2 secondes. Voilà. Bah, le théâtre est une forme de jeu de rôle, si c'est de l'improvisation, oui. Je vais écrire le cycle de Stéphane, la saga de Stéphane. Ivro! Attendez. Ah ouais, mais je peux pas le montrer. Ivro, j'ai bien reçu ton colis. Du coup, c'était trop bien. Et du coup, il est sublime, ce que tu as fait. Ah, je peux le dire, c'est un tarot, donc il n'y a pas de mystère là-dessus, mais il est vraiment sublime. En gros, il a imprimé lui-même Enfin, imprimé. Le terme, c'est pas... Si, c'est imprimé, je sais pas. Pressé lui-même le tarot, et c'est vraiment sublime ce qu'il a fait. Je crois pas qu'il s'appelle Robert, en vrai. Je crois qu'il s'appelle... Attendez. Ouais, si, peut-être qu'il s'appelle Robert. Je sais plus. Non, tous n'ont pas été habillés vu qu'il est plus ici. Imprimé ou sérigraphié. Ouais, bah sérigraphié du coup je dirais. Mais voilà, fait main, c'est vraiment trop classe. Son nom c'est Roberto. Ah bah écoute Ada, ça peut être intéressant. Ada, ça se précise hein, pour ce que je voulais te demander, donc je vais bientôt pouvoir te le demander. Ton vrai nom c'est Roberto. Bon, c'est parti pour le phénix sur l'épée. Je vous passe l'intro qui est à peu près la même, hein, le sage au prince contre l'époque, Vivi, l'engloutissement de l'Atlantide, etc. Faut un petit résumé de l'univers où il y a 1 milliard de noms à la con. Je vais le passer puisqu'on l'a déjà lu, techniquement. Premier chapitre. Je sais pas combien il y a de chapitres. Cinq chapitres apparemment. Peut-être 6. 5 chapitres, je crois. C'est parti. Le phénix sur l'épée de Robert E. Howard.
Le silence inquiétant et l'obscurité spectrale qui précède l'aube régnaient sur les tours luisantes et les flèches enténébrées. Dans la pénombre d'une allée perdue au sein d'un dédale de ruelles tortueuses et mystérieuses, 4 silhouettes masquées sortirent en hâte par une porte que venait d'ouvrir une main sombre. Muets, enveloppés dans leurs capes, les 4 individus s'éloignèrent prestement et, aussi silencieusement que les fantômes d'hommes assassinés, disparurent dans l'obscurité. En retrait, un personnage sinistre s'encadrait dans la porte entr'ouverte. Une paire d'yeux maléfiques luisait dans la pénombre. Enfoncez-vous dans la nuit, créature de la nuit, se moqua une voix. Oh, imbécile, votre destin funeste vous talonne comme un chien aveugle, et vous ne le savez même pas. L'homme qui venait de prononcer ces mots referma la porte et la verrouilla. Il fit demi-tour et remonta le long d'un couloir, bougeoir à la main. C'était un géant sombre, dont la peau sombre révélait le sang stygien. Il parvint dans une pièce où un homme, grand et mince, en velours élimé, était étendu, tel un grand chat paresseux, sur un divan de soie, sirotant du vin d'un imposant gobelet d'or. « Eh bien, Ascalante, dit le Stygien en posant la bougie. Tes dupes se sont enfoncés dans les rues comme autant de rats hors de leur tanière. Tu travailles avec de bien étranges outils. »« Des outils » rétorqua Ascalante. « Mais voyons, ce sont eux qui me considèrent comme un outil. Cela fait des mois, depuis ce jour, le quatuor rebelle m'a rappelé du désert méridional, que je vis au cœur de mes ennemis, passant mes journées cachées dans cette maison isolée et mes nuits à rôder dans des ruelles obscures et des couloirs plus sombres encore. Et j'ai accompli ce que ces nobles félons avaient été incapables de faire. Travaillant à travers eux et à travers d'autres agents, dont beaucoup n'ont jamais vu mon visage, j'ai semé le trouble et la sédition dans tout l'Empire. En clair, œuvrant dans l'ombre, j'ai préparé la chute du roi qui trône en pleine lumière. Par Mitra, j'étais l'homme d'État avant de me retrouver hors la loi. Et ces dupes qui se croient tes maîtres, ils continueront à être persuadés que je les sers jusqu'à ce que l'affaire qui nous occupe à présent soit accomplie. Qui sont-ils pour pouvoir prétendre rivaliser d'intelligence avec Ascalante? Volmana, le nain, comte de Caraban? Grommel, le géant, commandant de la Légion Noire? Dion, le gras, baron d'Atalus? Rinaldo, le ménestrel cervelé? Je suis la force qui a soudé l'acier qui est en eux, et grâce à l'argile dont ils sont si pétris, je les broierai lorsque le moment sera venu. Mais tout cela est pour plus tard. Ce soir, le roi meurt. Il y a plusieurs jours de cela, j'ai vu les escadrons impériaux quitter la ville, dit le Stygien. Ils chevauchaient vers la front... attendez. Oui, c'est bon. Ils chevauchaient vers la frontière assaillis par les Pictes sauvages. J'essaie de savoir si c'est le même personnage ou pas, parce que c'est un saut de page. Je pense que oui. Ils chevauchaient vers la frontière assaillis par les Pictes sauvages. Cela grâce aux alcors forts que j'ai fait passer en contrebande de l'autre côté de la frontière pour les rendre fous. La grande fortune personnelle de Dion a rendu cela possible. Quant à Volmana, il m'a permis d'écarter les troupes impériales qui étaient restées dans la ville. Il a de la famille à la cour némédienne. Il a donc été facile de persuader le roi Numa de requérir la présence de Trocero, comte de Poitin, sénéchal d'Aquilonie. Bien entendu, pour faire honneur au roi, il sera accompagné d'une escorte impériale, ainsi que de ses propres troupes et de Prospero, le bras droit du roi Conan. Il ne reste donc en ville que la garde personnelle du roi et la Légion Noire. Par l'intermédiaire de Grommel, j'ai soudoyé un officier un peu trop dépensier de la garde royale à minuit. Il éloignera ses hommes de la porte du roi. À ce moment, avec 16 de mes hommes, les plus résolus, nous pénétrerons dans le palais par un tunnel secret. Une fois notre mission accomplie, la Légion Noire de Grommel suffira pour tenir la cité et la couronne, et ce, même si le peuple décide de ne pas nous acclamer. Et Dion pense que cette couronne lui reviendra? En effet, ce gros crétin la revendique en raison de ses bribes de sang royal.
Conan commet une grave erreur en laissant en vie des hommes qui se targuent de descendre de l'ancienne dynastie à laquelle il a arraché la couronne d'Aquilonie. Volmana souhaite retrouver la faveur royale dont il jouissait sous l'Ancien Régime, de façon à sortir ses terres de la pauvreté et leur redonner leur grandeur d'antan. Gromel déteste Palantide, le commandant des Dragons Noirs, avec tout son entêtement de bossonien. Il vise à obtenir le commandement de l'armée tout entière. Rinaldo est le seul d'entre nous à ne pas avoir d'ambition personnelle. Il ne voit en Conan qu'un barbare aux mains ensanglantées et aux mœurs primitives, venu du Nord pour mettre à sac un pays civilisé. Il idéalise le roi que Conan a tué pour s'emparer de la couronne. Il ne se souvient que de rares fois où celui-ci protégeait les arts et oublie toutes les noirceurs de son règne. Et grâce à lui, le peuple oublie. Déjà, on chante ouvertement la complainte pour le roi, dans laquelle Rinaldo encense le scélérat élevé au rang de saint et traite Conan de sauvage au cœur noir venu des abîmes. Conan rit, mais le peuple gronde. Pourquoi déteste-t-il Conan ? Les poètes détestent toujours ceux qui sont au pouvoir. Pour eux, la perfection est toujours juste au dernier tournant ou au prochain. Il fuit le présent en rêvant au passé et au futur. Rinaldo est un flambeau d'idéalisme, s'élevant, du moins en est-il persuadé, pour renverser un tyran et libérer le peuple. Quant à moi, il y a quelques mois, j'avais perdu toute ambition et allais me contenter de piller les caravanes pour le restant de mes jours. Mais aujourd'hui, de vieux rêves s'agitent de nouveau. Conan mourra. Dion montera sur le trône. Ensuite, lui aussi mourra à son tour, un par un. Tous ceux qui s'opposent à moi mourront, par le feu, par l'acier, ou par ces vins empoisonnés que tu sais si bien préparer. Ascalante, roi d'Aquilonie. Ça sonne bien, tu ne trouves pas ? Le Stygien haussa ses larges épaules. Il y eut un temps, dit-il avec une amertume non dissimulée, où moi aussi j'avais mes ambitions, à côté desquelles les tiennes semblent puériles et vulgaires. À quoi suis-je donc réduit ? Mes pères et rivaux de jadis n'en croiraient pas leurs yeux s'ils voyaient Tot-Amon de l'anneau, devenu esclave d'un étranger, un hors-la-loi par-dessus le marché, travaillant aux ambitions mesquines de barons et de rois. « Ah, tu faisais confiance à la magie et aux incantations, » répondit négligemment Ascalante. « Je ne me fie qu'à mon intelligence et à mon épée. » L'intelligence et l'épée sont autant de fétus de paille face à la sagesse des ténèbres, grogna le Stygien, ses yeux sombres traversés d'éclairs menaçants. Si je n'avais pas perdu l'anneau, nos positions seraient sans doute inversées. Il n'empêche, répondit imperturbablement le hors-la-loi, que tu portes les marques de mon fouet sur ton dos, et il est probable que tu continues à les porter. N'en sois pas si sûr. La haine démoniaque du Stygien embrasa un instant son regard. Un jour, d'une manière ou d'une autre, je retrouverai l'anneau, et alors, par les crocs de Seth, tu paieras. Le bouillonnant aquilonien se leva d'un bond et le frappa sauvagement au travers du visage. Tot recula en chancelant, du sang jaillissant du visage jaillissant de ses lèvres, ça se peut. Du sang jaillissant de ses lèvres. Tu dépasses les bornes, chien, grogna le hors-la-loi. Prends garde, je suis toujours ton maître, celui qui connaît ton noir secret. Va donc sur les toits crier qu'Ascalante est en ville et qu'il complote contre le roi. Va donc, si tu l'oses. Je n'ose pas, marmonna le Stygien, essuyant le sang de ses lèvres. Le visage de ses lèvres. Non, tu n'oses pas, grimaça lugubrement Ascalante, car si je viens à mourir par ta main ou d'une quelconque traîtrise, un prêtre ermite dans le désert méridional en sera informé, et il brisera alors le sceau d'un manuscrit que j'ai laissé entre ses mains. Une fois qu'il en aura pris connaissance, il suffira qu'un mot soit murmuré en Stygie pour qu'un vent monte du sud en rampant à l'heure de minuit. Et où iras-tu te cacher à ce moment-là, Tot-Amon ? L'esclave frémit, et son visage sombre prit une teinte cendrée. « Il suffit, » dit Ascalante, adoptant un ton péremptoire. J'ai du travail pour toi. Je ne fais pas confiance à Dion. Je lui ai demandé de regagner sa maison de campagne et d'y rester jusqu'à ce que le travail de ce soir soit accompli. Ce gros crétin serait incapable de dissimuler sa nervosité aujourd'hui en face du roi. Pars le rejoindre. Et si tu ne le rattrapes pas sur la route, galope jusqu'à sa demeure et reste avec lui jusqu'à ce que nous l'envoyions chercher. Oh, surtout, garde-le bien en vue. Il est mort de peur.
il risquerait bien de se retourner contre nous et d'aller tout raconter à Conan dans un accès de panique, dans l'espoir de sauver sa pauvre. Va. L'esclave s'inclina, dissimulant sa haine qui couvait au fond de ses yeux, et s'exécuta. Ascalante retourna à son vin. Sur les flèches étincelantes, une aube nouvelle s'élevait, écarlate comme le sang. Chapitre 2. Quand j'étais combattant, il frappait les timbales, répandait de la poudre d'or au sabot de ma monture, devenu puissant monarque, il me traque, du poison pour mon vin, des poignards pour mon dos. Extrait de La Route des Rois. La pièce était spacieuse, et sa décoration recherchée. Les murs lambrissés étaient recouverts de lourdes tapisseries, le sol d'ivoire de tapis moelleux, le plafond élevé de gravures et de motifs d'argent élaborés. Un homme se tenait derrière un secrétaire d'ivoire incrusté d'or. Cet homme, aux épaules larges et à la peau brunie par le soleil, semblait déplacé dans ce décor luxuriant et aurait semblé plus à sa place dans les hauts plateaux sauvages battus par les vents et brûlés par le soleil. Le moindre de ses mouvements révélait cette parfaite coordination entre ses muscles d'acier et son esprit aiguisé, qui est l'apanage du combattant né. Il n'y avait rien d'étudié et de mesuré dans ses gestes. Soit il était immobile comme une statue de bronze, soit il se déplaçait, dans cette fébrilité de celui qui a les nerfs à vif, mais au contraire avec une vitesse toute féline qui brouillait la vue de celui qui tentait de le suivre du regard. Ses vêtements étaient de qualité, mais de facture simple. Il ne portait ni bague ni parure à l'exception d'un bandeau d'argent qui ceignait sa tête, retenant ses cheveux noirs et coupés au carré. Il reposa le stylet d'or avec lequel il venait laborieusement de gratter le papyrus ciré, posa son menton sur son poing et ses yeux d'un bleu incandescent sur l'homme qui se trouvait en face de lui avec un regard envieux. Ce personnage était plongé dans ses propres affaires, serrant les liens de son armure rehaussée d'or tout en sifflotant machinalement. Une bien étrange attitude, si l'on songe qu'il se trouvait en présence d'un roi. « Prospero !» commença l'homme assis à la table. « Toutes ces questions gouvernementales me fatiguent, plus que tous les combats auxquels j'ai pu participer. »« Ah, cela fait partie du jeu, Conan, » répondit le pointagnat aux yeux sombres. « Tu es le roi, tu dois jouer ton rôle. »« J'aimerais plutôt t'accompagner en Émédie, » dit Conan avec envie. « Il me semble qu'il y a des siècles que je n'ai pas eu un cheval entre les jambes. Mais Publius dit que les affaires intérieures requièrent ma présence, qu'il aille au diable. Quand j'ai renversé la vieille dynastie, continua-t-il sur ce ton familier qui n'existait qu'entre lui et le Poiténien, j'y arriverai. Tout était simple, bien que sur le coup, cela m'est paru terriblement difficile. Quand je songe aujourd'hui au parcours sauvage qui a été le mien, toutes ces épreuves, ces intrigues, tous ces massacres et toutes ces aventures me paraissent avoir été qu'un rêve. Je n'ai pas rêvé assez loin, Prospero. Lorsque j'ai vu le roi Numédide mort à mes pieds et que j'ai arraché la couronne de sa tête ensanglantée pour la poser sur la mienne, j'ai atteint la limite ultime de mes rêves. Je m'étais préparé à prendre la couronne, pas à la conserver. Au bon vieux temps de ma liberté, tout ce que je voulais c'était une épée acérée et la voie libre pour aller frapper mes ennemis. Aujourd'hui, toutes les voies sont détournées et mon épée ne fait que rouiller. Quand j'ai renversé Numénide, alors on m'appelait le libérateur. Aujourd'hui, les gens crachent sur mon ombre. Ils ont érigé une statue de ce porc dans le temple de Mitra et vont y pleurer, la vénérant, comme si c'était l'effigie d'un monarque bienveillant mis à mort par un barbare sanguinaire. Quand je conduisais ses armées à la victoire en tant que mercenaire, l'Aquilonie se moquait que je fusse un étranger. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus me le pardonner. Des hommes viennent au temple de Mitra pour brûler de l'encens à la mémoire de Numénide, alors que ses bourreaux les ont mutilés, ont crevé leurs yeux, des hommes dont les fils sont morts dans ses cachots, dont les épouses et les filles ont été traînées dans son sérail. Des imbéciles et des girouettes. « C'est Rinaldo le principal responsable, » répondit Prospero, resserrant d'un cran le ceinturon à son épée. De son épée, pardon. « Ces chansons rendent les gens fous. Pends-le donc dans ses habits de bouffon à la plus haute tour de la ville, qu'il aille faire des rimes pour les vautours. » Conan secoua sa tête léonine. « Non, Prospero, » poursuivit le roi, « il est hors de ma portée. Un grand poète est toujours plus grand qu'un roi.
Ses chansons sont plus puissantes que mon sceptre, et il m'a presque déchiré le cœur le jour où il a accepté de chanter pour moi. Je mourrai et sombrerai dans l'oubli, mais les chansons de Rinaldo vivront éternellement. Non, Prospero, poursuivit le roi, une expression de doute assombrissant son regard. Il se trame quelque chose. Une onde souterraine. Nous n'avons pas conscience. Je le flaire comme au temps de ma jeunesse. Je pouvais sentir un tigre tapi dans les hautes herbes. Le royaume est en proie à une agitation diffuse. Je suis tel le chasseur accroupi près de son feu dans la forêt, qui perçoit le bruit de pas furtifs dans les ténèbres et croit apercevoir le reflet du dieu brûlant. Si seulement je pouvais en venir aux prises avec quelque chose de tangible, quelque chose que je pourrais terrasser d'un coup d'épée. Je te le dis, ce n'est pas un hasard si les Pictes se sont mis à harceler si violemment les frontières ces derniers temps, au point que les Bossoniens en sont venus à demander de l'aide pour les repousser. J'aurais dû accompagner les troupes. Publius craignait qu'un complot visant à te capturer et à t'assassiner de l'autre côté de la frontière... Publius craignait un complot visant à te capturer et à t'assassiner de l'autre côté de la frontière, répondit Prospero, en ajustant sa surcote de soie sur sa cotte de maille étincelante et admirant sa grande silhouette élancée dans un miroir argenté. Voilà pourquoi il a insisté pour que tu restes dans la cité. Ces doutes sont nés de tes instincts barbares. Laisse le peuple gronder, les mercenaires nous sont fidèles, ainsi que les dragons noirs, et tous les hardis gaillards du Poitin ne jurent que par toi. Ta seule crainte serait d'être victime d'une tentative d'assassinat, mais c'est impossible avec la garde impériale qui veille sur toi jour et nuit. À quoi travailles-tu donc, là ? C'est une carte, répondit Conan avec fierté. Les cartes de la cour sont précises quant aux pays du sud, de l'est et de l'ouest, mais elles sont vagues et erronées en ce qui concerne les pays du nord. Je les y ajoute donc moi-même. Ici, c'est la Cimmérie où je suis né, et là... Asgard et Vanaheim, dit Prospero en regardant la carte. Par Mitra, pour un jeu, j'aurais pensé qu'il s'agissait de pays légendaires. Conan eut un rictus féroce et palpa machinalement les cicatrices de son visage sombre. Tu n'aurais pas dit la même chose si tu avais passé ta jeunesse sur les frontières Le retour de mon mot Némésis. Septentrionales de la Cimmérie. Asgard est au nord et Vanaheim au nord-ouest de la Cimmérie, et leurs frontières y sont le théâtre de conflits perpétuels. À quoi ressemblent ces gens du nord ? Demanda Prospero. Ils sont grands, blonds, et ont les yeux bleus. J'ai oublié de mettre le truc, désolé. Hop. Voilà. Ils sont grands, blonds, et ont les yeux bleus. Leur dieu est Ymnir, le géant du gel, et chaque tribu a son propre roi. Ils sont capricieux et féroces. Ils se battent toute la journée, et la nuit ils boivent de l'âle et mugissent des champs sauvages. En ce cas, tu leur ressembles, s'esclaffa Prospero. Tu ris à gorge déployée, bois jusqu'à plus soif et beugle de bonnes chansons. Pourtant, à part toi, je n'ai rencontré aucun cimérien qui boive autre chose que de l'eau, qui sache rire ou bien chanter, excepté des hymnes lugubres. C'est peut-être dû à la région qu'ils habitent, répondit le roi. Aucune terre ne fut jamais aussi sinistre que celle-là. Des collines couvertes de forêts denses à perte de vue, des cieux presque toujours gris, et des vents qui gémissent lugubrement ou en s'engouffrant dans les vallées. Pas étonnant que les hommes y deviennent moroses, remarqua Prospero avec un haussement d'épaule, tout en songeant aux souriantes plaines baignées de soleil et aux paresseuses rivières bleutées du Poitin, la province la plus au sud de l'Aquilonie. Ils n'espèrent rien de la vie, ni de l'au-delà, poursuivit Conan. Leurs dieux sont Crom et son sinistre entourage. Ils siègent dans le monde des morts, un lieu sans soleil aux brumes éternelles, Mitra. Les mœurs des Aesirs étaient plus à mon goût. Bon, dit Prospero en souriant, les sombres collines de Cimmérie sont désormais loin derrière toi. Je vais y aller. Je viderai une coupe de vin blanc némédien pour toi à la cour de Numa. C'est d'accord, grogna le roi. Mais n'embrasse les danseuses de Numa qu'en ton propre nom, sinon tu vas déclencher une affaire d'État. Et son rire accompagna Prospero jusqu'à l'extérieur. Fin du chapitre 2. Début du chapitre 3. Je lis un peu la Chromnambour. C'est vrai que c'est un peu des nazis. Mais faut savoir que ça a été écrit en 32, donc... les nazis n'existaient pas. Et c'est comme j'ai lu quelqu'un dire l'anneau, etc. Je pense que c'est une bonne inspiration
de Tolkien, Conan. Bien avant qu'il ne fasse la guerre, d'ailleurs. Donc il y a un extrait. Je vous lis du coup l'extrait du chapitre 3. Le grand Seth sommeille, lové sous ses pyramides obscures. Entre les sépultures, ses sujets sombres se glissent. Je prononce le mot, depuis les gouffres secrets que jamais le soleil ne connut. Ô être luisant et squameux, dépêche-moi, celui en qui s'incarnera ma haine. Léon Tarès, oui, on est d'accord. Mais enfin, ça me fait marrer que des gens disent que Tolkien ait inventé l'heroic fantasy alors que ça datait un petit peu d'avant. Légèrement. C'est parti. Le soleil se couchait, teintant d'un or fugitif le vert et le bleu brumeux de la forêt. Ses rayons déclinants vinrent taper la lourde chaîne en or que Dion d'Atalus ne cessait de retourner dans sa main rondelette. Le gros homme était assis dans cette débauche multicolore d'arbres et de plantes en fleurs qu'était son jardin. Il ne cessait de s'agiter sur son siège de marbre tout en jetant des coups d'œil inquiets alentour, comme s'il cherchait à débusquer un ennemi tapi dans les parages. Il était assis au centre d'une petite clairière bordée d'arbustes dont les branches enchevêtrées projetaient sur lui une ombre épaisse. Tout à côté de lui, une fontaine tintait avec des échos argentins. D'autres fontaines, invisibles et disséminées en divers endroits de ce grand jardin, murmuraient leur incessante symphonie. Dion était seul, à l'exception de la grande silhouette sombre allongée sur un banc de marbre à côté de lui et qui fixait sur le baron ses yeux sombres. Il ne s'intéressait guère à Tot-Amon. Il savait vaguement que c'était un esclave en qui Ascalante avait grande confiance, mais comme tant d'hommes riches, Dion n'accordait qu'une attention très limitée aux hommes qui n'étaient pas de son rang. « Ce n'est pas la peine d'être si nerveux, lui dit Tot. Le plan ne peut pas échouer. Ascalante n'est pas plus à l'abri d'une erreur que quiconque, répondit sèchement Dion, se mettant à suer à la simple idée d'un échec. Lui, si, dit le Stygien en un rictus sauvage. Sinon, je n'aurais pas été son esclave, mais son maître. Quel langage est-ce là? Recorta Dion, irrité, sans toutefois vraiment s'intéresser à la conversation. Les yeux de Tot-Amon se rétrécirent. En dépit de ses nerfs d'acier, il était sur le point de laisser libre cours à sa fureur, à sa haine et à sa rage trop longtemps contenue, prêt à risquer tout et n'importe quoi. Il oublia de prendre en compte le fait que Dion le voyait, non comme un être humain doué de raison et d'intelligence, mais comme un esclave, et donc comme une créature indigne de son intérêt. « Écoutez-moi, dit Tot, vous serez roi, mais vous connaissez bien peu Ascalante. Vous ne pouvez plus lui faire confiance une fois Conan mort. Je peux vous aider. Si vous me protégez quand vous monterez sur le trône, je vous aiderai. Écoutez, Seigneur, j'étais autrefois un grand sorcier dans le sud. Les hommes parlaient de Tot-Amon comme ils parlaient de Ramon, le roi Ctesphon de Stygie déchut les autres magiciens de leur position dominante et me fit un grand honneur en me substituant à eux. Ils me haïssaient, mais ils me craignaient aussi car je contrôlais des créatures du dehors, que je pouvais conjurer à tout moment pour qu'elles accomplissent ce que bon me semblait. Par Seth, mes ennemis vivaient dans la crainte perpétuelle de se réveiller au milieu de la nuit, les serres d'une horreur sans nom plantées dans leur gorge. J'ai lancé de puissants et noirs sortilèges grâce à l'anneau serpent de Seth, que j'avais trouvé un jour dans une tombe, à une lieue sous terre, un anneau qui était déjà oublié bien avant que le premier homme s'extirpe du limon originel. Mais un voleur me déroba l'anneau, et mon pouvoir fut brisé, les magiciens se soulevèrent et tentèrent de me tuer, je dus fuir. Déguisé en chamelier, j'accompagnai une caravane dans le pays de Koth, lorsque les pillards d'Ascalante nous assaillirent. Tous les hommes de la caravane furent tués, moi excepté. Je sauvai ma vie en révélant mon identité à Ascalante et en jurant de le servir. Amère fut cette servitude. Pour s'assurer de moi, il rédigea un manuscrit à mon sujet, le scella et le remit entre les mains d'un ermite qui habitait près des frontières méridionales de Koth. Je n'ose le poignarder dans son sommeil, ni le trahir à ses ennemis, car alors l'ermite briserait le sceau
et il lirait ce manuscrit, suivant les instructions d'Ascalante, et alors cet homme n'aurait qu'à prononcer un mot en stygie. Thoth frissonna de nouveau, et le teint sombre de sa peau vira au gris. En Aquilonie, les hommes ne savent pas qui je suis, dit-il. Mais si mes ennemis en Stygie venaient à apprendre où je me trouve, toute la distance qui sépare ces deux pays ne suffirait pas pour m'épargner un sort si terrible qu'il foudroierait l'âme d'une statue de bronze. Seul un roi, avec ses châteaux et ses armées, pourrait me protéger. Voilà. Je vous ai raconté mon secret et je vous conjure de faire un pacte avec moi. Je peux vous aider, grâce à ma sagesse, et vous pouvez me protéger en retour. Et un jour, je retrouverai mon anneau. Anneau ? Un anneau ? Thoth avait sous-estimé l'incommensurable égoïsme de l'homme. Dion n'avait même pas prêté attention aux propos de l'esclave. Il était totalement perdu dans ses pensées, mais ce dernier mot avait fait écho avec ses propres préoccupations. « Un anneau » répéta-t-il. « Cela me fait penser. Mon anneau porte-bonheur, je l'ai obtenu d'un voleur chémite qui avait juré l'avoir dérobé à un sorcier loin au sud et qu'il me porterait chance. Lui tracer que je l'ai payé bien nécessaire. Par les dieux, j'ai besoin de toute la chance dont je peux disposer. Avec ce Volmana et cette Ascalante qui m'entraînent dans leur complot sanguinaire. Allons donc chercher cet anneau. » Thoth bondit de son siège. Son visage s'empourpra et ses yeux s'enflammèrent, pleins de cette stupéfaction qui envahit un homme prenant la pleine mesure de la stupidité crasse d'un autre. Dion ne lui prêtait toujours pas la moindre attention. Soulevant le couvercle d'un compartiment secret dans son siège de marbre, il fouilla pendant un moment dans un amoncellement hétéroclite de porte-bonheur, amulettes barbares, osselets, bijoux clinquants, que la nature superstitieuse de l'homme l'avait poussé à amasser. « Ah, le voilà !» Il brandit un anneau de facture étrange. Il était fait d'un métal qui ressemblait à du cuivre et avait la forme d'un serpent écaillé, lové en 3 tours sur lui-même, en se mordant la queue. Ses yeux étaient de gemmes jaunes, luisant d'un éclat maléfique. Thoth Amon poussa un grand cri, comme si on venait de le frapper. Dion se retourna, bouche bée et blêmie. Les yeux de l'esclave s'étaient enflammés, sa bouche était grande ouverte et ses grandes mains sombres étaient tendues comme des serres. « L'anneau, par Seth, l'anneau !» hurlait-il. « Mon anneau, qu'on m'avait volé !» L'acier surgit dans la main du Stygien. Et d'une seule poussée de ses grandes épaules sombres, il enfonça le poignard dans le corps du gros homme. Le couinement suraigu du baron se transforma en un gargouille étranglé, et il s'effondra de toute sa masse flasque comme une motte de beurre à moitié fondue. Surpris jusqu'à la dernière seconde, il mourut dans une terreur folle, sans comprendre. Écartant le corps avachi qu'il avait déjà oublié, Thoth s'empara de l'anneau à 2 mains, ses yeux sombres emplis d'une terrible avidité. « Mon anneau !» murmura-t-il dans une terrible exultation. « Ma puissance !» Combien de temps il resta penché sur le sinistre objet, immobile comme une statue, s'abreuvant de tout son être à son aura maléfique, même le Stygien n'aurait pu le dire. Quand il s'arracha de sa rêverie et ramena son âme des abîmes nocturnes où elle s'était aventurée, la lune se levait, projetant de grandes ombres sur le dossier du banc de marbre lisse, au pied duquel était vautrée la forme plus sombre encore de celui qui avait été le seigneur d'Atalus. « Plus jamais, Ascalante, plus jamais !» murmura le Stygien, dont les yeux rougeoyaient dans la pénombre comme ceux d'un vampire. Il se pencha et recueillit un peu de sang coagulé de la mare dans laquelle baignait sa victime. Il en barbouilla les yeux du serpent de cuivre jusqu'à ce que les éclats dorés soient recouverts par un masque écarlate. « Voile tes yeux, serpent mystique !» psalmodia-t-il en un murmure à glacer le sang. « Voile tes yeux à la clarté lunaire et ouvre-les sur des gouffres plus obscurs. Que vois-tu, ô serpent de Seth ? Qui appelles-tu depuis les gouffres de la nuit ? Quelle est cette ombre qui descend sur la lumière vacillante ? Fais-la venir à moi, ô serpent de Seth !» Caressant les écailles du serpent d'un mouvement singulier qui ramenait toujours ses doigts à leur point de départ, sa voix se fit plus basse encore. Dans son murmure, il invoqua des noms sinistres et conjura de terribles invocations oubliées depuis la nuit des temps, sauf dans les endroits les plus reculés de la sombre Stygie, là où des formes monstrueuses se meuvent dans l'obscurité des tombeaux. L'air frémit autour de lui, comme la surface d'un lac à l'approche d'une quelconque créature sous-marine. Un vent innommable et glacial le fit frissonner l'espace d'un instant, comme si une porte avait été ouverte. Thoth sentit une présence dans son dos, mais il ne se retourna pas.
Ses yeux étaient rivés sur le marbre inondé de lune, sur lequel vint planer une ombre ténue. Tandis qu'il continuait à murmurer ses incantations, cette ombre prit du volume, ses contours devinrent plus distincts, pour enfin apparaître dans toute son horreur. Par sa forme, elle n'était pas sans invoquer un babouin gigantesque, mais jamais un tel babouin n'arpenta la surface du globe, pas même en Stygie. Thoth ne regardait toujours pas, et tira de sa ceinture une sandale appartenant à son maître, qu'il avait toujours sur lui, avec l'espoir infime de pouvoir un jour s'en servir de la sorte, et la jeta derrière lui. « Regarde-la attentivement, esclave de l'anneau !» s'exclama-t-il. « Trouve celui qui la portait et détruis-le. Regarde-le au fond des yeux et foudroie son âme avant de lui arracher la gorge. Tue-le, oui !» Et dans une explosion aveugle de rage, « et tue tous ceux qui sont avec lui !» Sur le mur baigné par la clarté lunaire, l'horreur baissa sa tête difforme pour flairer l'odeur, tel un monstrueux molosse. Puis, la sinistre tête se rejeta en arrière, la créature pivota et disparut à travers les arbres comme le vent. Le Stygien leva les bras au ciel en une terrible exultation, et ses dents et ses yeux étincelèrent à la clarté lunaire. Une sentinelle en faction à l'extérieur des murs poussa un cri d'horreur comme une grande ombre noire aux yeux de braise bondissait par-dessus le mur, la frôlant comme une bourrasque de vent. Mais si la chose disparut si vite que le sentinelle déconcerné se demanda si elle avait été un rêve ou une hallucination. Fin de la première étape. Enfin, de la troisième chapitre. Première étape? What the fuck? J'ai déjà fini mon monster? Attendez, je regarde si j'ai pas un peu d'eau. Non, je vais chercher de l'eau parce que sinon je vais mourir. A tout de suite. Voilà. Et voilà. Ok. Chapitre 4. Bonne nuit, gros. Chapitre 4. Donc comme d'hab, ça commence par une citation. Quand le monde était jeune et les hommes faibles, que les démons de la nuit allaient librement, j'ai lutté contre Seth par le feu et l'acier et le suc de l'arbre Upa. Désormais, je sommeille dans le cœur noir de la montagne et les âges prélèvent leur tribut. Oublierez-vous donc celui qui combattit le serpent pour sauver l'âme humaine? Hop. Putain, j'ai trop soif. Enfin, j'ai trop la gorge sèche. C'est parti pour chapitre 4. Seul sous le dôme doré de sa grande chambre à coucher, le roi Conan dormait et rêvait. À travers les volutes de brume grisâtre, il entendit un appel étrange et lointain et, bien qu'il ne comprît pas, il lui était impossible de l'ignorer. L'épée à la main, il avança dans les brumes grises, comme un homme qui marcherait dans les nuages, la voix se faisant de plus en plus distincte au fur et à mesure de sa progression et, enfin, il comprit le mot qu'elle répétait. C'était son nom qu'on invoquait à travers les gouffres de l'espace et du temps. Les brumes se dissipèrent quelque peu, et il vit qu'il se trouvait dans un grand corridor sombre qui semblait taillé dans la roche noire. Ce couloir n'était pas éclairé, mais par quelques sortilèges il y voyait comme en plein jour. Le sol, le plafond et les murs étaient lisses et luisaient sombrement. Ils étaient sculptés de bas-reliefs représentant des héros antiques et des dieux à demi oubliés. Il frissonna en découvrant les gigantesques contours incertains des innommables grands anciens. Et il comprit alors qu'aucun mortel n'avait foulé ce corridor depuis des siècles. Il parvint jusqu'à un large escalier creusé dans la roche, dont les parois s'ornaient de symboles ésotériques si anciens et terrifiants qu'il en frissonna d'horreur. Une représentation de Seth, l'antique serpent, était gravée sur chaque marche, si bien qu'à chaque pas, il devait fouler du pied la tête du serpent répugnant, ainsi qu'on l'avait prévu depuis des temps immémoriaux. Cela ne le tranquillisa pas pour autant.
La voix ne cessait pas d'invoquer son nom. Et il aboutit enfin, dans les ténèbres, qui auraient été insondables à ses yeux immatériels, dans une étrange crypte dans laquelle il vit la silhouette diffuse d'un individu à barbe blanche, assis sur une tombe. Les cheveux de Conan se hérissèrent, et il s'empara de son épée. À ce moment, la silhouette se mit à parler d'un ton caverneux. « Ô humain, sais-tu qui je suis ?»« Non, par Chrome, jura le roi. »« Homme, dit l'ancien. »« Je suis Épémitrius. »« Mais Épémitrius le sage est mort il y a 15 siècles, balbutia Conan. »« Écoute, fit l'autre sur un ton péremptoire. Comme un caillou lancé dans un lac sombre, on voit des ondes sur la rive opposée. Des événements du monde invisible se sont échoués sur les rives de mon sommeil. Je t'ai bien observé, Conan de Cimmérie, et tu portes la marque d'événements capitaux et de hauts faits. Mais des menaces pèsent sur cette terre, contre lesquelles ton épée ne peut rien. Tu parles par énigme, dit Conan, mal à l'aise. Montre-moi mon ennemi, et je lui fendrai le crâne jusqu'aux dents. Libère ta fureur barbare contre tes ennemis de chair et de sang, répondit l'ancien. Ce n'est pas contre des hommes que je dois t'armer. Il existe des mondes obscurs insoupçonnés de l'humanité, peuplés de monstres informes, des êtres démoniaques que des magiciens maléfiques peuvent conjurer depuis les vides extérieurs. Ils prennent alors une forme matérielle et, aux ordres de ces magiciens, ils déchirent et dévorent. Il y a un serpent dans ta maison, ô roi, une vipère dans ton royaume, venue de Stygie, et son âme obscure est habitée de toute la noire sagesse des ténèbres. Ainsi qu'un homme endormi rêve du serpent qui rampe vers lui, j'ai senti la présence impie du serviteur de Seth. Il est ivre de son terrible pouvoir, et les coups qu'il porte à son ennemi pourraient bien entraîner la chute du royaume. Je t'ai fait venir pour te donner une arme contre lui et sa meute infernale. « Mais pourquoi ?» demanda Conan, abasourdi. « On dit que tu dors dans le cœur noir du Golamira, d'où tu envoies ton fantôme sur des ailes invisibles afin d'aider la Kylonie lorsqu'elle en a besoin, mais je suis un étranger, un barbare. »« Silence !» Les échos de cette voix spectrale se répercutèrent à travers la grande caverne obscure. « Ta destinée ne fait qu'un avec celle de la Kylonie. Des événements formidables couvent dans la toile et la matrice du destin. Et un sorcier sanguinaire ne saurait se mettre en travers d'une destinée impériale. Il y a bien longtemps de cela, Seth enserrait le monde comme un python sa proie. Toute ma vie, qui dura l'équivalent de 3 vies humaines, je l'ai combattu. Je l'ai chassé dans les ténèbres du sud mystérieux. Mais dans la sombre Stygie, les hommes vénèrent toujours celui qui est pour nous le démon incarné. Comme j'ai combattu Seth, je combats aujourd'hui ceux qui le vénèrent, ses prêtres et ses serviteurs. Tends ton épée. » Intrigué, Conan s'exécuta, et sur la grande lame, près de la lourde poignée en argent, l'ancien traça d'un doigt osseux un étrange symbole qui brilla comme une flamme blanche dans les ténèbres. Et à cet instant, crypte, tombeau et ancien disparurent. Conan, hébété, bondit hors de sa couche. Il était de nouveau dans sa chambre. Comme il se tenait assis sous le dôme de la pièce, encore abasourdi par ce rêve étrange, il réalisa qu'il tenait son épée à la main. Soudain, les poils de sa nuque se hérissèrent, car sur la grande lame était gravé un symbole qui avait la forme d'un phénix. Il se souvint alors qu'il avait vu un symbole semblable dessiné sur le tombeau, dans la crypte. Il se demanda si cela n'avait pas été qu'un dessin gravé dans la pierre, et il frémit de toutes ses chairs après tant d'étrangeté. Alors qu'il était toujours debout, un bruit furtif dans le couloir à l'extérieur de sa chambre le tira de sa rêverie. Il ne chercha pas à en déterminer l'origine, et entreprit de revêtir son armure. Il était redevenu le barbare, aussi méfiant et aux abois qu'un loup gris. Ouf, petit chapitre. Je crois qu'il ne reste plus qu'un chapitre. Hein. Ouais. Donc nous arrivons au dernier chapitre. Salut les communautés. Où est ma bouteille d'eau? Voilà. C'est Conan et l'ordre du Phénix, tout à fait. Hop. Je précise qu'il y a des illustrations dans le bouquin.
sont pas trop mal. Donc, nous continuons avec la citation. Que sais-je du raffinement, des dorures, de l'artifice et du mensonge, moi qui suis né dans une terre désolée et grandi à ciel ouvert. La langue subtile, la ruse du sophiste ne peuvent rien quand chante la grande épée. Accourez, venez mourir, chien. J'étais un homme avant d'être un roi. Citation de la Route des Rois. C'est parti. Dans le silence qui enveloppait le grand couloir du palais royal, 20 silhouettes furtives s'avançaient en silence. Leurs pieds légers, nus ou chaussés de sandales de cuir, ne faisaient aucun bruit sur les épais tapis et les dalles de marbre. Les torches nichées à intervalles réguliers le long des murs lançaient des reflets rouges sur leurs dagues, leurs épées et leurs haches effilées. « Doucement !» siffla Ascalante. « Toi, qui que tu sois, cesse donc de respirer plus bruyamment. L'officier de la garde de nuit a éloigné la plupart des sentinelles dans cette partie du palais et a enivré les autres. Mais nous ne devons pas pour autant nous montrer imprudents. Arrière, voici la garde. » Ils s'entassèrent derrière une enfilade de colonnes, et presque immédiatement parurent 10 géants bardés de fer, marchant au pas. Leur mine était perplexe comme le regard se posait sur l'officier qui les éloignait de leur poste. L'officier en question était assez pâle. Comme les gardes dépassaient l'endroit où étaient cachés les conspirateurs, le capitaine essuya la sueur de son front d'une main tremblante. Il était jeune, et il ne lui avait pas été facile de trahir le roi. Il maudit mentalement ses excès de vanité qui avaient fait de lui la proie idéale des prêteurs et le pion de politiciens félons. La garde les dépassa dans un bruit de cliquetis et disparut à l'autre bout du couloir. « Bien !» grimaça Ascalante. « Conan dort, et personne ne surveille sa chambre. Hâtons-nous. Si on nous surprend en train d'essayer de le tuer, ce sera fini de nous. Mais en revanche, peu d'hommes épouseront la cause d'un roi mort. »« Oui, hâtons-nous !» s'écria Rinaldo, ses yeux de la même couleur que la flamme bleutée de la lame qu'il brandissait au-dessus de sa tête. « Mon épée a soif. J'entends les vautours qui s'assemblent. En avant !» Ils se précipitèrent le long du couloir et s'arrêtèrent devant une porte ouvragée, décorée de l'emblème du dragon royal, symbole de l'Aquilonie. « Grommelle !» ordonna Ascalante. « Enfonce-moi cette porte !» Le géant prit une inspiration profonde et projeta sa masse puissante contre les battants de la porte, qui ployèrent et se déformèrent sous cet impact. Il se ramassa et plongea de nouveau. Les verrous sautèrent, le bois craqua et la porte se fracassa, s'ouvrant vers l'intérieur. « En avant !» rugit Ascalante, emporté par l'élan de ce moment crucial. « En avant !» hurla Rinaldo. « Mort au tyran !» Ils s'immobilisèrent. Ce n'était pas un homme nu, désarmé, ne sortant à peine du sommeil que pour se faire égorger comme un agneau qui leur faisait face. C'était un barbare bien réveillé, aux abois, ayant revêtu une partie de son armure et qui tenait sa grande épée à la main. La scène resta figée l'espace d'un instant. Les 4 aristocrates félons, encadrés dans la porte brisée, une meute hirsute entassée derrière eux, tous pétrifiés à la vue de ce géant aux yeux de démon qui se tenait debout, avec son épée, en plein milieu de la pièce éclairée par les bougies. À cet instant, Ascalante remarqua le sceptre d'argent et le mince bandeau doré, la couronne d'Aquilonie, posée sur une petite table près du lit royal. Et cette vision le rendit fou de désir. « En avant, canaille !» hurla le hors-la-loi. « Il est seul contre 20 et il n'a pas de casque !» C'était exact. Il n'avait pas eu le temps de mettre son lourd casque à plumes, ni de se lasser les plaques latérales de son armure. Enfin, son grand bouclier était resté accroché au mur. Il n'empêche que Conan était bien mieux protégé que les conspirateurs, à l'exception de Grommelle et de Volmana, qui portaient leur armure complète. Le roi fixa sur eux son regard, intrigué quant à leur identité. Il ne connaissait pas Ascalante. Il ne pouvait pas voir les visages des 2 conspirateurs en armure, et la visière de la toque de Rinaldo couvrait entièrement ses yeux. Mais l'heure n'était plus aux conjectures. Avec un cri qui se répercuta jusqu'au plafond, les assassins s'engouffrèrent dans la pièce, Grommelle en tête. Il chargea comme un taureau, tête baissée en avant, épée vers le bas, prête à l'éviscérer. Conan bondit pour lui faire face, et mit toute sa force de la fameuse force de tige, toute sa force de tigre dans un puissant moulinet. La grande lame décrivit un arc de cercle étincelant, et alla s'écraser sur le casque du bossonien. La lame et casque volèrent en éclats, et Grommelle alla rouler sur le sol, sans vie. Conan bondit en arrière, empoignant toujours son épée à la lame brisée. « Grommelle !» « Attends. »« Oui, Grommelle !» s'écria-t-il d'un air dédaigneux. «
stupéfait en découvrant le visage fracassé de l'homme sous son casque brisé. Alors le reste de la meute fut sur lui. Le fil d'une dague lui érafla ses côtes, entre les plaques de son armure. Une lame siffla devant son visage. Conan écarta le premier assaillant de son bras gauche et de l'autre asséna un formidable coup sur la tempe du second, se servant de son épée brisée comme d'une masse. La cervelle de l'homme vint éclabousser son visage. « Que 5 d'entre vous surveillent la porte !» hurla Ascalante, qui virevoltait aux abords du concert d'acier, craignant que Conan se ferait un chemin à un coup d'épée vers la sortie et s'enfuit. Les assaillants refluèrent momentanément. Leur chef en empoigna plusieurs qu'il poussa vers l'unique porte de la pièce. Conan profita de ce bref répit pour aller décrocher du mur une vieille hache d'armes, accrochée là depuis un demi-siècle, et pourtant encore intacte. Dos au mur, il considéra l'espace d'un instant le demi-cercle qui se refermait sur lui, puis se jeta dans la mêlée. Ce n'était pas dans sa nature de rester sur la défensive. Même dans des situations les plus désespérées, il portait toujours la guerre dans le camp opposé. Tout autre que lui aurait déjà succombé, et d'ailleurs Conan ne pensait pas en se réchapper. En revanche, il était envahi du désir féroce de causer le plus de dégâts possible dans les rangs de ses adversaires avant de mourir à son tour. Son âme barbare était embrasée, et les chants des héros anciens résonnaient à ses oreilles. S'élançant du mur, il trancha l'épaule d'un bandit d'un coup de hache, et, d'un puissant revers, fracassa le crâne d'un autre. Les âmes sifflaient agressivement autour de lui, mais la mort ne faisait que le frôler de justesse. Le cimérien se déplaçait à une vitesse aveuglante que l'œil avait peine à suivre. Il était comme un tigre entouré de babouins, bondissant, virevoltant, s'écartant, cible sans cesse en mouvement, tandis que sa hache dessinait autour de lui un arc de cercle étincelant et mortel. À un moment, les assaillants faillirent le submerger, frappant à l'aveuglette, gênés par leur propre nombre. Soudain, ils refluèrent. 2 corps gisant à terre témoignaient de la fureur du roi, qui pourtant saignait de blessures au bras, au cou et aux jambes. « Quoi !» hurla Rinaldo, se débarrassant de sa toque à plumes et contemplant la scène de ses yeux fous. « Vous fuiriez le combat ? Voulez-vous donc que le despote vive ? Qu'on en finisse !» Il se rua à l'attaque, tel un dément, mais Conan, le reconnaissant, brisa la lame du ménestrel d'un coup sec et l'envoya rouler à terre d'un puissant coup de plat de la main. La pointe de la lame d'Ascalante s'enfonça dans le bras gauche du roi, et le bandit n'eut la vie sauve qu'en baissant et en bondissant en arrière pour éviter le moulinet de la hache. Les loups se rassemblèrent, et la hache de Conan entonna à nouveau son chant et fracassa des corps. Un bandit hirsute évita un coup en se baissant et plongea dans les jambes du cimérien. Il se mesura quelques instants à ce qui lui parut être une tour de fer, eut le temps de lever la tête pour voir la hache qui s'abattait sur lui, mais pas celui de l'éviter. Entre-temps, un de ses comparses leva des 2 mains sa grande épée et l'abattit sur l'épaule gauche du roi, fracassant son armure et le blessant. En un instant, la cuirasse de Conan fut inondée de sang. Volmana, écartant ses complices dans son impatience, se lança à la charge et porta un coup vicieux en direction de la tête sans protection de Conan. Le roi se pencha le plus bas possible et la lame lui arracha une mèche de cheveux noirs en sifflant. Conan pivota sur ses talons et frappa de côté. La hache s'abattit, enfonçant la cuirasse d'acier, et Volmana s'écroula à terre, le flanc gauche en bouillie. « Volmana !» haleta Conan. « Je saurais que ce nabot est désormais en enfer. » Il se redressa pour faire face à l'attaque forcenée de Rinaldo, qui se ruait sur lui à découvert, armé de sa seule dague. Conan bondit en arrière, relevant sa hache. « Rinaldo !» s'écria-t-il d'une voix aiguë et pressante. « Arrière, je ne veux pas te tuer !»« Meurs, tyran !» hurla le ménestrel fou, se jetant sur le roi. Conan retint le coup qu'il répugnait à donner jusqu'à ce qu'il fût trop tard. Ce ne fut que lorsqu'il sentit la morsure de l'acier dans son flanc sans protection qu'il riposta avec l'énergie aveugle du désespoir. Rinaldo s'écroula, le crâne fracassé. Conan recula en chancelant jusqu'au mur, du sang giclant entre ses doigts qu'il venait de porter à sa blessure. « Attaque maintenant et finissons-en » hurla Ascalante. Conan s'adossa au mur et leva sa hache. Image de la férocité élémentaire, invincible et irréductible, il se tenait, les jambes plantées dans le sol, la tête en avant, une main appuyée contre le mur pour se soutenir, l'autre brandissant la hache haut dans les airs. Tous ses muscles tendus à l'extrême, ses traits figés en un masque de fureur mortelle. Ses yeux lançaient des éclairs terribles à travers un voile de sang. Les assassins flanchèrent. Ils avaient beau être des criminels sans foi ni loi, ils restaient néanmoins de purs produits du monde civilisé. En face d'eux se dressait le barbare, le tueur naturel. Ils reculèrent. Le tigre mourant pouvait encore donner la mort. Conan sentit leur hésitation et eut un rictus féroce et sans joint. « Qui meurt le premier ?»
murmura-t-il à travers des lèvres tuméfiées et sanglantées. Ascalante bondit comme un loup, brisa son élan à mi-course et se jeta à terre avec une vitesse prodigieuse pour éviter la mort qui arrivait en sifflant sur lui. Il se dégagea en toute hâte et se mit hors de portée à l'instant où Conan, retrouvant son équilibre après ce coup manqué, frappait de nouveau. Cette fois, la hache s'enfonça profondément dans le parquet, manquant les jambes d'Ascalante de seulement quelques centimètres. Un des bandits choisit peu judicieusement cet instant pour attaquer, suivi à contre-cœur par ses camarades. Il pensait pouvoir tuer Conan avant que le Cimérien parvienne à dégager son arme du plancher. Il se trompait. La hache écarlate se leva et s'abattit, renvoyant entre les jambes des assaillants une pulpe sanglante. À cet instant, les bandits stationnés à la porte émirent un cri terrible, comme une ombre difforme venait de surgir sur le mur. À l'exception d'Ascalante, tous se retournèrent à ce cri, puis se ruèrent vers la porte en hurlant comme des perdus, et la meute s'enfuit dans les couloirs en poussant des cris de démons. Ascalante ne se retourna pas vers la porte, il n'avait Dieu que pour le roi blessé. Il avait supposé que le bruit de la mêlée avait enfin ameuté le palais, et que quelques gardes loyaux venaient en découdre avec lui, même si sur le moment il lui avait paru étrange que des hommes endurcis poussent un cri pareil dans leur fuite. Conan ne regarda pas non plus vers la porte, concentrant toute son énergie sur le hors-la-loi avec les yeux brûlants d'un loup mourant. Même en cette extrémité, le cynisme d'Ascalante restait intact. « Tout semble perdu, et particulièrement l'honneur, murmura-t-il. Et pourtant, le roi meurt debout, et nul ne devait savoir quelles autres considérations traversaient son esprit. Nul ne devait jamais savoir quelles autres considérations traversaient son esprit. Laissant sa phrase en suspens, il se lança sans bruit sur Conan au moment où celui-ci se voyait contraint d'essuyer de son bras droit, celui qui portait sa hache, la sueur qui l'aveuglait. Mais au moment où Ascalante se lançait à la charge, un étrange bruissement retentit dans les airs et une énorme masse s'abattit entre ses épaules avec une puissance terrifiante. Il fut précipité en avant et de grandes serres s'enfoncèrent alors dans ses chairs, lui arrachant un cri de douleur. Tentant vainement de se soustraire à son agresseur, il tourna la tête et contempla alors un visage de cauchemar et de démence. Une chose noire était posée sur son dos, une chose qui ne pouvait être issue d'un monde de raison. Il sentait tout près de sa gorge des crocs ruisselants de bave et l'intensité des yeux jaunes de la créature fit se ratatiner ses membres comme un vent mortel flétrit le blé en herbe. La hideur de ce visage transcendait la simple bestialité. Cela aurait pu être le visage d'une momie maléfique et sans âge, ramenée à la vie par une science démoniaque. Dans ses traits répugnants, les yeux dilatés du hors-la-loi crurent déceler, comme une ombre dans la folie qui le submergeait, une vague et terrifiante ressemblance avec son esclave Totamon. À ce moment, tout le cynisme et toute la suffisance d'Ascalante le désertèrent, et il mourut en poussant un cri désarticulé, juste avant que les crocs ruisselants de bave s'enfoncent dans ses chairs. Conan, secouant le sang que obscurcissait son regard, écarquilla les yeux pétrifiés. Tout d'abord, il crut que c'était un chien gigantesque qui se tenait sur le corps désarticulé d'Ascalante, puis, comme sa vision s'éclaircit, il vit que ce n'était ni un molosse, ni un babouin. Avec un hurlement qui semblait faire écho au cri d'agonie d'Ascalante, il s'écarta du mur, en chancelant, et avec toute son énergie éperdue, il lança la hache en direction du monstre qui bondissait sur lui. L'arme ricocha en sifflant sur le crâne oblong qu'elle aurait dû fracasser, et le roi fut projeté au milieu de la pièce sous l'impact de ce corps géant. Les mâchoires baveuses se refermèrent sur le bras que Conan avait brandi pour protéger sa gorge, mais le monstre ne fit aucun effort pour s'assurer une prise mortelle. Par-dessus le bras ensanglanté, il dardait son regard maléfique sur le roi, dans des yeux duquel commençait à se refléter la même horreur qui habitait toujours les yeux morts d'Ascalante. Conan sentit son âme se recroqueviller et commençait à être attiré hors de son corps pour aller se noyer dans ces deux puits jaunâtres d'horreur cosmique, brillant d'une lueur spectrale au sein de ce chaos amorphe qui s'agrandissait tout autour de lui, engloutissant toute vie et toute raison. Ses yeux crurent et devinrent gigantesques, et Conan y aperçut toutes les horreurs abyssales et blasphématoires qui rôdent aux confins de sombres vides, informes et de gouffres nocturnes. Il ouvrit ses lèvres, sanglantes pour hurler sa haine et son dégoût, mais seul un râle sec franchit sa gorge. Mais l'horreur avait paralysé Ascalante. L'horreur qui avait paralysé Ascalante et l'avait mené à sa perte, réveilla en Conan une fureur frénétique proche de la folie.
D'une torsion volcanique de tout son corps, il se dégagea et plongea en arrière, oublieux de la souffrance que lui causait son bras ensanglanté, entraînant le monstre avec lui. Son bras tendu rencontra quelque chose que son âme de combattant reconnut confusément pour être la poignée de son épée brisée. Il s'en empara instinctivement et frappa de toutes ses forces, s'en servant comme d'un poignard. La lame brisée s'enfonça profondément. La créature ouvrit grand la gueule comme agonisante, libérant le bras de Conan. Le roi fut violemment projeté de côté. Il se releva sur une main et vit, hébété, que le monstre était secoué de terribles convulsions et qu'un sang épais se déversait de la plaie béante qui avait ouvert la lame brisée. Et comme il regardait, la chose cessa de lutter et resta à terre, secouée de spasmes violents, fixant sur le plafond ses yeux morts. Conan cligna des yeux et en chassa le sang. Il lui sembla que la chose fondait et se désintégrait en une masse visqueuse et instable. Alors un concert de voix lui parvint, et la pièce se retrouva envahie par une foule de gens de cour, chevaliers, pères du royaume, hommes d'armes, conseillers, enfin réveillés et attirés par le fracas de la bataille, tous jasant, vociférant et se bousculant les uns les autres. Les dragons noirs étaient là, fous de rage, jurant et trépignant sur place, la main sur la poignée de leur épée, poussant des jurons païens. On ne trouva trace du jeune officier de la garde personnelle, on ne devait d'ailleurs jamais le retrouver en dépit d'actives recherches. « Grommel, Volmana, Rinaldo !» s'éclama Publius, le grand conseiller, passant ses mains potelées d'un cadavre à l'autre. « Noir trahison, quelqu'un paiera pour ça, qu'on appelle la garde !»« La garde est déjà là, vieil imbécile !» rétorqua cavalièrement Palantide, le commandant des dragons noirs, oubliant le rang de Publius dans la confusion de ce moment. « Cesse donc de piailler et aide-nous à panser les blessures du roi. Il est en train de se vider de tout son sang. »« Oui, oui !» s'écria Publius, homme de réflexion plutôt que d'action. « Il faut panser ses blessures. Faites venir tous les médecins de la cour. Ah, monseigneur, quelle honte infâme pour la cité. Allez-vous mourir ?»« Du vin !» attela le roi du divan où il venait de l'étendre. On porta un gobelet à ses lèvres tuméfiées et il but comme un homme à demi mort de soif. « Ça fait du bien, grogna-t-il, se laissant retomber en arrière. Tu es donne sacrément soif. » On venait d'étancher le flux de sang et la vitalité innée du barbare reprenait le dessus. « Occupez-vous d'abord de la blessure de dague sur mon flanc, demanda-t-il aux médecins royaux. Aux médecins royaux, oui. Rinaldo m'a écrit là un poème mortel, et son stylet était acéré. Il y a bien longtemps qu'on aurait dû le pendre, se plaignit Publius. Rien de bon ne peut venir des poètes. Qui est celui-là ? Il posa le bout de sa sandale contre le cadavre d'Ascalante. Par Mitra, s'écria le commandant, c'est Ascalante, jadis comte de Thune. Thune, on va dire, hein ? Quelle satanée raison a poussé cet homme-là à quitter sa tanière du désert pour revenir ici. Mais pourquoi a-t-il un tel regard, murmura Publius, en s'éloignant du corps, les yeux grands ouverts, la nuque grasse parcourue de frissons. Les autres se turent brusquement en regardant le corps du hors-la-loi. Si tu avais vu ce que lui et moi avons vu, grogna le roi, qui s'était assis en dépit des protestations des médecins, tu ne serais pas en train de poser cette question. Regarde donc par toi-même cette horreur qui... Il s'arrêta en plein milieu de sa phrase et resta bouche bée, son doigt pointant dans le vide. Là où le monstre était mort, il n'y avait plus que le sol nu. « Par Chrome !» jura-t-il, « la chose a regagné la fange dont elle était issue. »« Le roi délire !» murmura un noble. Conan l'entendit et proféra une série de jurons barbares. « Par Badb, Morrigan, Macha et Némin !» conclut-il coléreux. « Je suis saint d'esprit. On aurait dit le produit du croisement d'une momie stygienne et d'un babouin. Il est entré par la porte et les hommes d'Ascalante se sont enfuis en le voyant. Il a tué Ascalante, qui était sur le point de m'embrocher. Ensuite, il a bondi sur moi et je l'ai tué. Mais je ne saurais dire comment. Ma hache a ricoché sur lui comme sur un roc. Mais je pense qu'Épimétrius le sage y est pour quelque chose. Épémétrius, pardon. Entendez comme il parle d'Épimétrius, mort il y a 15 siècles, chuchotèrent-ils. Par Ymir, s'éclama le roi furieux. Cette nuit, j'ai parlé avec Épémétrius. Il m'a appelé dans mes rêves et j'ai marché le long d'un couloir de pierre noire où étaient sculptées les silhouettes de dieux anciens. J'ai monté un escalier sur les marches duquel se trouvaient des représentations de Seth. Je suis parvenu dans une crypte où se trouvait un tombeau avec un phénix gravé dessus. Au nom de Mitra, sire, taisez-vous. C'était le grand prêtre de Mitra qui s'était écrié ainsi, et son visage était blême. Conan releva la tête à la façon d'un lion qui secoue sa crinière, et ses yeux étaient furieux. « Suis-je un esclave pour me taire sur ton ordre ?»« Non, non, seigneur !» Le grand prêtre tremblait, mais ce n'était pas en raison du cours royal.
Je ne voulais pas vous manquer de respect. Il s'approcha du roi et lui parla à voix basse de façon à ce que lui seul puisse entendre ses paroles. Sire, cette affaire est au-delà de l'entendement humain. Seul le cercle restreint des prêtres est au courant de l'existence du couloir de pierre noire, creusé à même le cœur noir du mont Golamira, par des mains inconnues, et du tombeau protégé par le phénix dans lequel Epémétrius repose depuis 1500 ans. 1500 ans, oui. Et depuis cette époque, aucun être humain n'a pénétré dans ce lieu, car les prêtres élus, après avoir placé le corps du sage dans la crypte, ont obstrué l'entrée du couloir afin que nul ne puisse le trouver. Aujourd'hui, même les grands prêtres ignorent où il se trouve. Seul le cercle restreint des acolytes de Mithra connaît le lieu où repose Epémétrius, dans le cœur noir du Golamira. Et c'est un secret jalousement gardé, transmis de bouche à oreille et de génération en génération par les grands prêtres, à de rares élus. C'est l'un des mystères sur lesquels repose le culte de Mithra. Je ne saurais dire par quelle magie Epémétrius m'a amené à lui, répondit Conan, mais j'ai parlé avec lui, et il a dessiné un symbole sur mon épée. En quoi ce symbole est mortel pour les démons, ou quelque magie renferme ce symbole, je n'en ai aucune idée. Pourtant, bien que ma lame se soit brisée sur le casque de Grommel, le fragment qui restait a été suffisamment pour terrasser cette horreur. « Faites-moi voir votre épée, murmura le grand prêtre, la gorge soudainement sèche. Conan tendit son arme brisée, et alors le grand prêtre poussa un grand cri et tomba à genoux. « Mithra nous préserve des pouvoirs des ténèbres !» s'exclama-t-il. « Le roi a vraiment parlé avec Epémétrius cette nuit-là. Sur l'épée, c'est le signe secret que nul autre que lui n'aurait pu tracer, l'emblème du phénix, immortel, qui garde son tombeau à jamais. Vite une bougie !» Regardez de nouveau à l'endroit où le roi a déclaré que le gobelin était mort. La chose était cachée par un paravent brisé. Le paravent fut écarté et l'endroit illuminé par la bougie. Et un silence terrifiant envahit la pièce, alors que les sujets regardaient l'endroit en question. Certains tombèrent à genoux en implorant Mithra, d'autres s'enfuirent de la pièce en hurlant. Là, sur le sol, à l'endroit où le monstre était mort, se trouvait une grande tache sombre, telle une ombre tangible, une tache que l'on ne pouvait effacer. La chose avait laissé son empreinte clairement délimitée dans son sang, et ses contours ne pouvaient être ceux d'une créature issue d'un monde sain et rationnel. Elle gisait là, sinistre, terrifiante, telle l'ombre d'un de ces dieux simiesques qui se tient accroupi sur les autels noirs des temples obscurs du sombre pays de Stygie. Et voilà. Et du coup, il y a un petit dessin là. Je les paye. Hop. Ouch. Je vais remettre le dessin de l'épée. Si je mets ça, ça sera peut-être mieux. Ouais, carrément. Il y a des élus vraiment cool en vrai. Je sais pas si... Bon, après, je suis pas super fan de la manière dont ils dessinent les créatures, mais par contre, les combats sont cool. Hein. Attendez, l'éclairage pue la merde. Ah, l'épée est grossée, hein, ça c'est sûr. Ouais, le monstre, ça fait trop genre... C'est un singe. Je sais pas, il fait pas très peur, je trouve. Moi, j'imagine vraiment un truc qui a une apparence simiesque, mais qui a pas du tout le visage simiesque. Le rêve, du coup. Et effectivement, bah, il y a de forts points communs dans tout Conan, hein, avec le moment où il a poignardé l'autre. Et qui récupère son anneau. C'est un singe démoniaque. Il y en avait une autre qui était cool. Bah, là où on voit la cité. Donc voilà. Donc ça c'était le phénix sur l'épée de Robert E. Howard. Et donc quand alors l'image, ça date de 1932. Mais l'image, les illustrations, je crois pas qu'elles datent de 32, les illustrations. Les illustrations, elles ont dû être faites pour le bouquin, je pense. Je sais pas. J'essaie de voir. Les illustrations, elles datent de 2002.
Elles sont faites par Mark Schultz. Ou Marcelo Anciano. Je ne sais pas. Voilà. Ah, c'est une bonne idée, la BO de The Witcher, c'est cool, ouais. En effet. Je mets pas de BO parce que j'ai trop peur que ça soit un peu... pas adapté, tu vois ce que je veux dire. Trop bien, Kaïd. Pour des illustrations de folie, celle de Frank... ouais, c'est celle... Mais c'est celle du comics, non, Frank Frazetta? Non? Je sais plus. Je sais plus, je confonds peut-être, hein. Ouais, non, non. Celles-là, elles sont vraiment cool, effectivement. Mais voilà, c'est ce que j'aime bien dans Conan, c'est enfin, il y a vraiment un côté frontière avec... comment ça s'appelle? Oui, je vois c'est lesquelles, je confonds, excuse-moi. Elles sont vraiment superbes. Mais du coup, ouais, il y a vraiment ce côté... proche de Lovecraft, en fait, dans l'histoire. La BO de Lisa serait parfait, effectivement. Trop bien. Ça aurait aucun sens. Je vais couper... Attends, je vais refaire la webcam, parce que là, du coup, c'est plus les bons réglages. C'est de nouveau les bons réglages, impec. Mais c'est ça, le... J'avais un peu peur que ça fasse ça. Même si elles ont été faites pour le bouquin, il fallait rester fidèle au texte, je suppose aussi. Ah oui, 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 on est d'accord. Mais après, le... Bonsoir, hey, imaginons que tu vois Conan, tu as la possibilité de le rencontrer, que lui demandes-tu? Je sais pas si... Je sais pas, je lui demande de me raconter... des trucs, quoi. Il a une vie de ouf, Conan. Il est trop bien. Et du coup, c'est dur de... me fait penser à The Lurking Fear, d'accord. Ah, c'est ça, en fait, il parle de grands anciens, d'ailleurs. Il dit des trucs comme ça. Enfin, c'est ça que j'aime bien dans ces nouvelles-là. Donc voilà. Ils étaient potes tout à fait, et voilà. Je sais pas si tu connais la chaîne Cryo Chamber qui propose plein de musique pour le thème d'horreur, etc. D'accord, c'est cool, ça. J'ai très envie de pisser, donc je vais peut-être finir le live... rapidement. Du coup, je termine l'enregistrement ici pour YouTube. Du coup, n'hésitez pas à venir sur twitch.tv/globtopus pour voir d'autres lives. Et des lives au coin du feu, j'essaierai d'en faire 1 à 2 par mois. Voilà. Bisous, bisous, YouTube.